Maître Chouraki est là. Merci. Bonjour, Maître Kejman. Bonjour. Merci d'être venu si vite. Il faut que je vous lise quelque chose qui vous concerne également. Maître Kejman, je vous informe que vous êtes dessaisi ce jour de ma défense au profit de messieurs Bartoli et Chouraki, qui l'assureront désormais sans vous. Je ne doute pas que vous l'auriez excellemment assuré, je ne doute pas non plus que vous auriez employé toute votre valeur à m'obtenir l'acquittement, mais j'ai également acquis la conviction qu'au fond, vous vous réjouissez de ce qui me cause dommage et me désempare. Vous y éprouvez un plaisir subtil. Enfin, si peu enclin que vous soyez à la dialectique du rapport entre accusé et avocat, je vous dirais que pour moi, cette décision profondément méditée, dont je mesure pleinement la portée à 1 semaine de l'ouverture de mon procès, est la seule façon d'affirmer ma liberté face à votre attitude. Je vous remercie très sincèrement de tout ce que vous avez néanmoins fait pour moi, Pierre Goldman. Vous étiez au courant? Oui. Il m'avait écrit dans ce sens il y a quelques jours. Et pourquoi vous m'avez rien dit? Parce que j'ai pas pris sa lettre au sérieux, elle m'a paru délirante. Et vous l'avez sur vous, cette lettre? Non, je l'ai laissée au bureau. Est-ce que quelqu'un du bureau peut nous la faire porter? Je suis pas sûr qu'il y ait du monde à cette heure-ci, je suis désolé. Non, c'est important, j'aimerais vraiment lire cette lettre. Appelez. Bon, si vous voulez. Je vous en lis juste quelques extraits, histoire que vous en voyez la teneur. Francis, je voudrais t'expliquer calmement la très grande hostilité que j'éprouve à l'encontre de Kejman. Dans mon monde, quand on me déclare fût-ce par écrit son amitié et que je donne la mienne en retour, ça implique une relation authentique. Or, je me suis rendu compte que Kej restait dans la sphère de la putain de mondanité pourrie. C'est sans importance quant au fond de l'affaire, car je persiste à penser qu'il peut me défendre très bien, mais je te jure, Francis, que je peux plus supporter ce mec. Je continue ? Oui, vous continuez. 1. Il est responsable du fait que les erreurs dégueulasses dans mon livre, figurant dans la première édition, n'ont pas été corrigées sur les 2e et 3e tirages. Il était censé trouver un truc juridique sérieux pour éviter que mon fric soit niqué. Tout ce qu'il a trouvé s'est avéré inefficace. 2. Je lui avais demandé d'intervenir auprès du Nouvel Obs pour me trouver un emploi. Non seulement il ne l'a pas fait, mais au lieu de ça, il m'a répondu en riant « Ils auront toujours une place de coursier pour vous ». 3. Il ne m'a toujours pas répondu à propos de la présence de Christiane au procès. Il est hors de question qu'elle témoigne. Je ne veux pas qu'elle subisse le voyeurisme dégueulasse de la justice. 4. Au lieu de ça, il vient me voir pour me parler de la première privée de Python 357 avec Signoret et Montand ou du fait qu'il va 3 jours à Amsterdam retrouver Depardieu et Adjani. Rien à foutre. Non mais je vous épargne la suite. Non, vous m'épargnez pas du tout, vous continuez, s'il vous plaît. Je peux plus supporter l'ironie de ce mec, sa frivolité et sa petitesse de juif de salon. Quand je pense qu'il a fait des pieds et des mains jusqu'à utiliser mon ami Régis Debray pour rentrer dans cette affaire, tout en faisant semblant de ne pas y entrer volontairement, ça me dégoûte. Tout ceci peut paraître grossi par ma paranoïa carcérale, mais c'est la triste vérité. Kejman m'a fait le coup de la sincérité, alors que je suis surtout l'occasion pour lui d'occuper le devant de l'actualité judiciaire. Quelle scène exceptionnelle pour lui. Il m'a possédé et j'ai horreur de ça. Ce mec me démoralise et il n'est pas bon que j'arrive démoralisé à mon procès. Le contact avec lui m'est devenu insupportable. Mon désir profond est de le jeter, mais je ne veux surtout pas prendre de décision sans avoir recueilli ton avis. Réponds-moi vite, ton ami Pierre. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit qu'à 1 semaine du procès, il commettait une erreur majeure. Oui, vous voyez bien qu'il vous a pas écouté. Si, je sors du parloir à l'instant, il va vous écrire dans ce sens dès aujourd'hui. Il va vous demander de ne pas tenir compte de sa lettre. Juif de salon. Et c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il connaît de moi? Pour qui il me prend? Il sait pas ce que j'ai fait pour en arriver là. Rien m'a été donné à moi. Je viens d'un milieu beaucoup plus modeste que le sien. Ma mère savait ni lire ni écrire, nous élevait seule avec mes sœurs. Juif de salon. C'est lui le juif de salon. Avec son succès littéraire et son fan club de midinette gauchiste. Ne prêtez pas attention à ce qu'il dit, l'approche du procès le rend très fébrile. C'est trop facile, ça. Qu'est-ce qu'il croit? Qui n'est pas fébrile? L'enjeu est colossal pour moi. J'ai fait très peu d'assises. Ça fait des semaines et des semaines que je travaille, jour et nuit pour ce procès. L'idée d'envoyer un homme à l'échafaud me rend malade. J'en ai des nausées, j'en dors pas la nuit. Oui. Et tout ça pourquoi? Pour me faire insulter? Ah oui, la belle affaire, comme il dit. Moi, j'ai envie de tout laisser tomber, je suis écœuré. Non. Surtout ne laissez pas tomber, je vous en supplie. Pourquoi? Donnez-moi une raison de continuer. Parce qu'il a besoin de vous, sans vous, il s'en sortira pas. Je connais l'importance que vous donnez à cette affaire, je sais que vous la raterez pas. Mais pourquoi défendre un homme qui veut, à ce point, peut s'en sortir? Il est complètement suicidaire. Il vit son accusation comme une malédiction. Il associe son calvaire au destin des siens, il se vit comme un martyr, il n'arrive pas à faire la part des choses. La bonne excuse pour ne pas répondre des faits qui lui sont reprochés. Non, alors là, je suis pas d'accord, au contraire, il veut répondre à tout, point par point. Le problème, c'est qu'il a l'obsession de garder le contrôle sur sa défense. Il est convaincu d'être son meilleur avocat. On a vu ce que ça a donné au premier procès. Essayez de le comprendre. Il se sent victime d'une injustice. Et pour vous,
Il est innocent, ne vous posez pas la question. Je refuse de me poser la question. Je le considère comme un ami en difficulté, un frère, et je veux l'aider. Un frère. Oui, un frère. Un frère juif. C'est le bouc émissaire, on doit le faire revenir du désert. S'il vous plaît. Vous vous êtes rencontrés où? Au Talmud? Non, au karaté. Je me disais aussi, quand on vient d'une bonne famille comme vous, c'est plutôt rare de rencontrer un spécimen comme lui. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais le défendre, et pas seulement pour les raisons qu'il croit. Mais je vous demande de m'aider à le contenir. Si on n'arrive pas à travailler sereinement, on n'y arrivera pas. Madame Signoret, s'il vous plaît. Madame Signoret. Madame Signoret. Madame Signoret. Madame Signoret. Madame Signoret. Monsieur Debré. Monsieur Debré, par ici. Monsieur Goldman. Monsieur Goldman. Madame Goldman, par ici. À droite, juste à droite. Goldman. Oui. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle. Mademoiselle. Regardez là, juste là à droite. Jeune homme, regardez-moi. Jeune homme. À droite, regardez-moi. Non, encore, regardez-moi. Maître Garot. S'il vous plaît. Ici, là. Voilà, merci. Maître Garot. À votre droite, s'il vous plaît. À droite. Maître, s'il vous plaît. C'est le banc pour la partie civile. Installez-vous. Messieurs les photographes, le procès va commencer. Vous devez quitter la salle. Levez-vous. La cour et les jurés. Monsieur, veuillez vous lever et confirmer à la greffière vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse. Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944, sans profession, sans domicile fixe et détenu actuellement à la prison de Fresnes. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons passer à l'acte d'accusation. Pierre Goldman, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 4 décembre 1969, aux environs de 20 heures, frauduleusement soustrait à main armée une somme d'environ 2500 francs au détriment des époux Farmacci au moment de la fermeture de leur droguerie au 25 rue de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement à Paris. D'avoir, le 19 décembre 1969, à 20h10,
attaqué à main armée une pharmacie située au 6 boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement à Paris. Homicide volontaire sur les personnes de Simone Delaunay et Janine Aubert, les deux pharmaciennes, et tentative d'homicide sur les personnes de Raymond Trocard et Gérard Quinet, tous les deux blessés d'une balle tirée à bout portant. D'avoir, le 20 décembre 1969, aux environs de 19h30, attaqué la société Vogue, située 34 rue Tronchet dans le 8e arrondissement à Paris, par 3 hommes, dont 2 de race noire, pour une somme de 22 675 francs. D'avoir, le 16 janvier 1970, à 7h45, passage Ramée, dans le 18e arrondissement à Paris, volé à la caisse d'allocation familiale une somme évaluée à 7 800 francs, également avec un complice de race noire. Je fais noter à la Cour que Pierre Goldman reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés, sauf ceux de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, et que pour cette affaire, il a un alibi. Il affirme que le 19 décembre, de 19h à 21h, il se trouvait chez un ami, Joël Lautric, demeurant au 47 rue de Turenne, dans le 4e arrondissement à Paris. À noter également que son casier judiciaire ne comportait jusque-là qu'une seule condamnation pour insoumission au service militaire et que la défense n'a pas souhaité faire comparaître de témoins de moralité. Messieurs les avocats, voulez-vous vous expliquer sur ce point? C'est le choix de notre client, Monsieur le Président. Monsieur Goldman, voulez-vous vous expliquer sur ce point? J'ai décidé de ne faire citer aucun témoin pour ma défense, parce que je considère mon innocence totale dans l'affaire de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir. En conséquence de quoi, je me présente devant vous avec cette seule innocence, et sans aucun des moyens utilisés traditionnellement dans ce genre de procès, qui en augmente la pompe, l'aspect théâtral et toute chose qui me répugne. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Et par ailleurs, en ce qui concerne ma moralité, il n'est pas moins évident qu'au regard de la loi et de la morale sociale, j'en suis quelque peu dépourvu puisque j'ai commis 3 vols à main armée. Il serait donc vraiment dérisoire que telle ou telle personne, fût-elle prestigieuse et hautement honorable, vienne déclarer à la Cour que je serais un homme submergé de qualité morale. Je suis innocent parce que je suis innocent, et non parce que diverses personnes viendraient souligner tel trait de mon caractère ou de mon comportement. Il est d'ailleurs notoire que bon nombre d'assassins étaient des hommes par ailleurs très gentils, apparemment d'excellente moralité et de nature paisible. En bref, je souhaite que cette affaire soit jugée sur le fond, et sur le fond seulement, et j'entends contribuer dans la mesure de mes possibilités à dépouiller ce procès de tout artifice qui en voilerait l'essentiel. Monsieur Goldman, nous allons commencer par raconter votre vie. Ma vie. Toute ma vie? Oui, Ça risque d'être trop long. nous avons tout notre temps. Vous êtes né le 22 juin 1944 à Lyon d'un couple d'Israélites d'origine polonaise, résistants et communistes. En 1945, suite à des soupçons d'espionnage au profit de l'Union soviétique, votre mère est expulsée de France et repart vivre en Pologne. Vous restez donc seul avec votre père, qui vous confie à votre tante, et vous récupère 1 an plus tard, lorsqu'il se marie à Madame Ambrune Ruth. Votre père et votre belle-mère vous reconnaissent officiellement en 1949, et vous ne reverrez votre mère biologique que 10 ans plus tard, lors de votre premier voyage en Pologne. Vous êtes décrit par votre entourage comme ayant eu une enfance très perturbée. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Non, je refuse de m'exprimer sur un domaine aussi intime en public. Alors, pour le dire autrement, diriez-vous de votre mère biologique qu'elle n'a vécu que pour ses idées? Non, la preuve, c'est que je suis là. Votre scolarité jusqu'à la fin de la primaire se déroule sans heurts. Vous faites votre collège en internat, dont vous dites vous-même dans votre livre de façon un peu prémonitoire « J'aimais cette chaleur carcérale et virile ». Mais au lycée, les choses deviennent plus chaotiques. En première, vous participez à une révolte d'élèves, et vous en êtes même l'animateur. Oui, j'avais 10 ans d'avance. Vous vous inscrivez à la Sorbonne en sciences sociales. Et en 1962, on vous retrouve à l'Union des étudiants communistes, dont vous êtes même le chef du service d'ordre. Tout le monde vous décrit à l'époque comme actif et très bagarreur. Toujours à cette même période, vous multipliez les épisodes dépressifs. Et vous faites même
Plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. On a ici quelques courriers de psychiatres qui parlent de séances d'électrochoc que vous auriez subies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces épisodes dépressifs? Je refuse également de m'exprimer sur ça, je désire m'en tenir aux faits. Très bien. Revenons donc aux faits. Au terme de cette période, vous vous soustrayez à vos obligations militaires. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Oui. Que s'est-il passé précisément? J'ai pris ma valise pour aller à la caserne à Nancy, et au dernier moment, j'ai changé d'avis, j'ai pris un train pour aller rejoindre ma mère en Pologne. Mais cette fois, vous y restez plus longtemps que pour les vacances d'été que vous aviez pris l'habitude de passer avec elle. Oui, je rattrape le temps perdu. Je veux faire connaissance avec le pays de mes parents, et je me passionne pour son histoire, pour la guerre, l'Holocauste. Ma mère m'emmène partout. Je vais souvent dans le cimetière où se sont livrés les derniers combats du ghetto. Je retourne aussi à Auschwitz, où ma mère m'avait emmené pour la première fois à l'âge de 13 ans. Et vous dites que c'est à cette période que vous la rencontrez enfin. Oui, c'est ça. Cette fois, je suis assez grand pour qu'on se parle vraiment, et je découvre à quel point, malgré la misère, le stalinisme, les goulags, elle est restée totalement fidèle à elle-même. C'est-à-dire une militante, une révolutionnaire dans l'âme. Je n'arrête pas de la questionner sur la résistance, sur ses années de guerre avec mon père. Je suis hanté par leur histoire. Je voudrais être comme eux, revivre cette atmosphère de révolte, ressentir cette fierté, cet honneur. Moi aussi, je veux être un juif guerrier. Un juif guerrier? Tiens donc. Oui, je veux me libérer de la meurtrissure d'être juif. Et c'est pour cette raison que vous avez voulu vous engager dans la guérilla? Absolument. C'est d'ailleurs votre mère qui vous introduit auprès de révolutionnaires cubains. Oui, c'est ça, mais au début, elle refuse. Elle a peur pour moi, elle se dit que c'est une folie. Pourtant, elle le fait. Oui, parce que j'insiste tellement qu'elle finit par céder. Elle leur écrit pour leur dire que je veux les rencontrer. Alors je pars directement à La Havane pour aller les voir, et je rentre à Paris avec l'idée de repartir à leur premier signal. Et de retour à Paris, vous participez aux événements de mai 68. Oh oui, mais alors de très loin. À mes yeux, tout ça n'est qu'une prise de pouvoir imaginaire, une sorte de parodie de guérilla urbaine où chacun rentre chez papa et maman après avoir jeté son petit pavé. Non, c'est grotesque. Ma seule obsession est de retourner en Amérique latine. Et effectivement, en juin 68, vous repartez pour le Venezuela où vous rejoignez un groupe armé de 6 combattants. Comment ça se passe là-bas? C'est la plus belle période de ma vie. L'entraînement au combat, la camaraderie, la vie clandestine. J'ai enfin tout ce dont je rêvais. Comment survivez-vous? Avec quel argent? On dort dehors, on mange ce que nous donnent les paysans, on vit avec presque rien. Le leader de votre groupe est un certain Osvaldo Barreto. C'est un francophile, très érudit, diplômé en sociologie, mais également un homme au passé trouble, rompu à la lutte armée et à l'utilisation des armes. Dans votre livre, vous semblez totalement fasciné par cet homme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était le plus grand écrivain d'Amérique latine à mes yeux, bien qu'il n'ait encore jamais rien écrit. Vous rentrez précipitamment avec lui à Paris en septembre 1969, ainsi qu'avec 2 autres camarades de votre groupe armé. Pourquoi ce retour soudain? On avait d'autres projets. La rumeur dit que vous auriez participé là-bas avec votre groupe armé à un braquage d'envergure, que vous auriez dévalisé la plus grande banque du pays et qu'à ce moment-là, vous étiez tous recherchés par la police. Est-ce que cela pourrait expliquer votre retour précipité en France? Vous le dites vous-même, Monsieur le Président, c'est une rumeur. Alors elle est flatteuse, certes, mais malheureusement, elle est fausse. La question qui se pose ici pour nous est de savoir si ce n'est pas au Venezuela que vous avez abandonné vos idéaux Non. et que vous avez basculé dans le banditisme. Non, certainement pas, non. Pourtant, le fait est que de retour à Paris, vous ne faites plus rien. Ni vous n'étudiez, ni vous ne travaillez. Oui, mais je veux toujours faire la révolution. D'ailleurs, j'achète des armes. J'écris même un manuel pour la guérilla urbaine. Mes vieux copains de l'UEC me prennent pour un fou, mais moi, j'y crois toujours. Pourtant, vos vieux copains de l'UEC, comme vous dites, vous décrivent surtout à l'époque comme velléitaires, profiteurs et caractériels. C'est pas faux, mais à ce que je sache, le code pénal ne prévoit rien pour ça. La vérité, c'est que vous êtes surtout devenu totalement oisif. Vous ne faites plus rien, vous dormez toute la journée, vous sortez toutes les nuits, vous fréquentez des clubs de musique antillais et vous buvez énormément. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas un cadeau, mais je le nie pas. Mais alors, je ne vois pas le lien entre tous ces faits, d'ailleurs indéniables, et l'affaire centrale, c'est-à-dire les meurtres odieux dont on m'accuse. Le lien, c'est le contexte dans lequel vous évoluiez au moment des faits. Écoutez, c'est vrai, j'étais comme ça. Mais jamais il ne m'est venu à l'esprit d'ouvrir le feu sur 2 femmes désarmées qui ne m'avaient rien fait. Jamais! Pour l'instant, nous ne vous interrogeons pas là-dessus, nous verrons ça plus tard. Toujours d'après ces mêmes amis, à cette époque, vous avez des goûts de luxe. Oui, si vous voulez, oui. Vous dépensez tout votre argent
Vous êtes, comme on dit, un flambeur. Oui. Je paye beaucoup de tournées dans les bars. Je dépense aussi pas mal d'argent avec des prostituées. Je m'achète beaucoup de chemises parce que je transpire beaucoup et j'ai horreur de laver. À cause d'Ostran Village, je n'ai plus le choix, je suis obligé de devenir voleur. D'après vous, il n'y avait pas d'autre moyen de gagner votre vie? Oh, si, sûrement, si. Moins facile? Écoutez, ce n'est pas forcément facile d'être voleur, monsieur le président. Il y a beaucoup de risques. Lesquels? La peine de mort, par exemple. Vous saviez que le code pénal prévoit la peine de mort pour des agressions à main armée? Absolument. Et cela ne vous faisait pas peur? Si, mais beaucoup moins que la prison. Ah bon? Vous aviez peur de la prison? Une peur atroce, oui. N'y a-t-il pas une grande contradiction à se choisir une carrière de criminel lorsqu'on craint tant la prison? Si, sûrement. Alors expliquez-nous. J'étais désespéré. Je me sentais dans une espèce de néant politique. Et puis j'avais besoin d'argent, c'est tout. Et je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet. Pourquoi? Je ne suis pas spécialement fier. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. et d'assassin? Non, certainement pas. Si tant est que j'avais commis le braquage de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, jamais je n'aurais ouvert le feu sur 2 femmes désarmées qui, en outre, ne m'avaient rien fait. Jamais. C'est contraire à tous mes principes. Goldman innocent! Merci. S'il vous plaît. Merci. Nous en avons fini avec votre curriculum vitae. Vous pouvez vous rasseoir. Je cite Pierre Goldman dans son livre. « À ma grande surprise, j'eus avec les différents psychiatres désignés par l'institution judiciaire d'excellentes relations, notamment l'un de ses docteurs, une femme, en l'occurrence Madame Boitel. Nous parlions beaucoup, elle me faisait du bien. Lors d'une entrevue avec elle, je compris à propos des braquages que j'avais commis qu'il s'agissait d'un délire et que j'avais côtoyé l'abîme de la folie. Je fis alors une découverte banale mais importante. Je m'infligeais un châtiment implacable. Un tribunal siégeait en moi, régi par une loi impitoyable, et je n'y étais frappé qu'en face de mes rêves et de mes idéaux. La justice ne pouvait me châtier parce que dans mes crimes, je m'étais déjà puni. Il n'était pas ces crimes l'infraction d'avoir frauduleusement soustrait de l'argent à main armée. Je m'y étais plutôt puni de n'avoir pas été comme mon père, un partisan, de n'avoir pas été fusillé au Mont Valérien, de n'avoir pas lutté aux côtés du Tché, de n'avoir pas recherché des nazis pour les supprimer. Madame, confirmez-vous que Pierre Goldman vous aurait confié tout ça? Pas exactement ces termes, mais oui. Que vous inspirent ces phrases sur l'auto-jugement? Je dirais qu'elles lui ressemblent. Est-ce que vous pourriez les interpréter comme un aveu de culpabilité? Non, pas du tout. Pour moi, c'est juste le signe de sa complexité. C'est un garçon qui réfléchit beaucoup à ce qui lui arrive. Quelle a été votre impression lorsque vous avez rencontré Pierre Goldman pour la première fois en prison? Il était dans un état de solitude profond, incapable d'entrer en relation avec les autres. Ses pensées étaient complètement incohérentes. Il ne parvenait pas du tout à se maîtriser. Et il présentait des signes d'anxiété tels que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à entrer en contact avec lui. D'après votre premier rapport d'expertise, ce jour-là, vous auriez même hésité à le déclarer schizophrène. C'est exact. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que je n'en étais pas sûre. Pourtant, dans ces premiers rapports, vous n'hésitez pas à le décrire comme dangereux. Oui. Pourquoi? En raison de sa très grande fragilité psychologique, j'ai pu penser que dans certaines circonstances, il pouvait être dangereux. Mais avec le temps, mon avis a évolué et aujourd'hui, mes premières conclusions ne peuvent plus être prises à la lettre. Est-ce que vous diriez de lui qu'il s'est réalisé en prison? Oui. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il est heureux en prison? En tout cas, je dirais que la prison est un cadre qui le rassure. Et vous, Goldman? Qu'en pensez-vous? Oui, je dirais que d'une certaine façon, j'aime bien la prison. Pourtant, tout à l'heure, vous nous disiez exactement l'inverse. C'était avant d'y aller. Maintenant que j'y suis, j'ai presque peur d'en partir. Est-ce que la personnalité de Goldman vous semble compatible avec les faits qui lui sont reprochés? Je ne peux pas répondre directement à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers les multiples entretiens que j'ai eus avec lui, je n'ai pas décelé de disposition d'agressivité particulière, telle que celle décrite dans la pharmacie du boulevard Richard Lenoir. Alors que diriez-vous des agressions qu'il a lui-même reconnues? Qu'elles sont d'une autre nature. Ah bon, et en quoi? De ce que j'ai pu observer de mes années de travail auprès des prisonniers,
Le passage à l'acte est souvent précédé d'une histoire familiale violente et d'un déséquilibre mental constitutionnel, ce qui n'est pas le cas de M. Goldman. Merci, madame. Monsieur le Président, Allez-y, maître Garou. Madame, est-il vrai qu'avant son premier procès, pour vous signifier la grande estime dans laquelle il vous tenait, Goldman vous aurait offert quelques fleurs cueillies dans l'enceinte de la prison? C'est exact. Je ne vois pas le rapport avec ce dont nous sommes en train de parler. Ah, mais moi je le vois très bien, au contraire. On peut parfaitement faire l'hypothèse que Goldman vous a séduite et fait perdre toute forme d'objectivité. S'il vous plaît. Maître Garou, s'il vous plaît. Monsieur le Président, permettez-moi de lire un courrier du docteur Houry qui a accueilli pendant plusieurs mois Pierre Goldman dans sa clinique psychiatrique de Laborde lorsqu'il avait 18 ans. Je vous en prie. Pierre Goldman présentait à son arrivée chez nous un état dissociatif avec des éléments d'angoisse se manifestant par des raptus impressionnants et des idées de suicide. Il semblait s'agir d'un état psychotique épisodique ayant débuté lorsqu'il était très jeune, avec des phases dépressives sur un fond à tendance paranoïaque et une personnalité très peu structurée. Il est évident qu'il aurait dû être suivi depuis longtemps, mais il était difficile d'intervenir tant il était méfiant et se sentait persécuté. Madame, contrairement à vous, le docteur Houry, lui, n'écarte pas la thèse de la psychose. Non. Non, comme vous, j'ai lu ce courrier avec attention. Le docteur Houry parle d'épisodes psychotiques et non pas de psychose. Et de ce point de vue, je suis parfaitement en accord avec lui. Donc, d'après vous, Pierre Goldman ne peut en aucun cas être déclaré irresponsable. Absolument. Je vous remercie, madame. Mademoiselle, veuillez confirmer à la greffière vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, votre profession et adresse. Mademoiselle Sucab Christiane, 30 ans, née en Guadeloupe, sans profession actuellement, et résidant au 66 rue Daguerre à Paris. Je rappelle que vous avez une relation avec l'accusé et que, compte tenu de cela, vous n'avez pas à prêter serment. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, Pierre Goldman et vous? C'était au début de l'hiver 69, à une fête antillaise. C'est un ami à moi qui nous a présentés. Joël Lautric? Oui, L'alibi de Monsieur Goldman, donc. oui. Racontez-nous comment s'est passée cette première rencontre. On a dansé un peu ensemble et puis on a quitté la fête tous les deux. On a marché longtemps dans Paris et on ne s'est plus quitté pendant plusieurs semaines. Et puis? Et puis il a disparu du jour au lendemain. Je n'ai plus de nouvelles de lui, alors je suis rentrée en Guadeloupe. En Guadeloupe, où vous vous êtes mariés, c'est bien ça? Oui. Pourtant, vous avez repris contact avec Pierre Goldman dès que vous avez su qu'il s'était fait arrêter. Oui. De quelle façon avez-vous repris contact? D'abord, on s'est écrit et quand je suis rentrée à Paris, je suis allée directement le voir en prison. Que lui disiez-vous dans vos lettres? Est-ce que je suis obligée de répondre à cette question? Non, t'es pas obligé. Non. Monsieur Goldman, lui, parle de votre relation dans son livre, je le cite. « Je fus une nuit envahi d'un amour violent pour cette femme qui surgissait d'un temps décisif de mon passé. Je luttais désespérément pour détruire cet amour, l'anéantir, l'évacuer de ma chair et de mon âme, mais je n'y parvenais pas. Je lui avais dit le 21 décembre 1969 qu'un jour j'arriverais au bout et qu'alors je verrais ses yeux. J'étais arrivé au bout et je voyais ses yeux, je ne les avais pas oubliés. Je lui écrivis que je l'aimais, que je voulais l'épouser, vivre avec elle, vivre tout court. Je lui dis que nous aurions des enfants. Je pensais qu'ils ne seraient pas des juifs basanés au sang nègre, mais des nègres qui auraient du sang juif. » Madame, comment expliquez-vous la passion de Pierre Goldman pour la culture antillaise? Je ne l'explique pas. Et vous, Goldman, comment l'expliquez-vous? C'est parce que moi aussi, je suis un nègre. Eh ben voyons. Oui, un juif et un noir, c'est exactement la même chose. Monsieur le Président, Monsieur l'avocat général? madame, dans votre première déposition à la police, vous déclariez que les jours suivant le crime, l'accusé montrait beaucoup d'intérêt pour ce que les journaux rapportaient de l'affaire du boulevard Richard Lenoir. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Pourtant, vous l'avez dit, c'est noté noir sur blanc dans le PV. Est-ce que vous confirmez? Répondez, mademoiselle, s'il vous plaît. Je vous le répète, je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. Goldman, est-il vrai que vous lisiez tous les articles de journaux se référant à l'affaire du boulevard Richard Lenoir les jours qui ont suivi le crime? Oui, c'est vrai. Pourquoi cet intérêt particulier pour cette affaire? Sûrement parce que j'avais le désir d'être accusé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été exaucé. Bon, enfin, Goldman,
Goldman, vous ne pouvez pas vous contenter de cette formule. Répondez sincèrement, s'il vous plaît. J'étais poussé malgré moi vers ce double homicide. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je sentais comme un souffle étrange m'aspirer vers le gouffre de ces deux meurtres. Au point de les commettre vous-même, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas du tout, non. S'il vous plaît, maître Garot, vous parlerez quand ce sera votre tour. Madame, je vous cite toujours, vous décrivez Pierre Goldman à l'époque de votre rencontre comme déséquilibré, buvant beaucoup et caressant le rêve de mourir les armes à la main après avoir abattu quelques policiers, censé représenter à ses yeux la société bourgeoise. Est-ce que vous le décririez aujourd'hui de la même manière? Certainement pas. Pourquoi? Parce que vous êtes devenue sa compagne officielle entre-temps? Non, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi avoir dit ça? C'est les policiers qui m'ont forcé à le dire. Madame, vous accusez la police d'avoir suborné vos réponses, c'est une accusation très grave. C'est proprement scandaleux. C'est la vérité! De toute façon, madame n'est pas la seule à avoir tenu de tels propos. Je fais noter qu'à cette époque, tous les amis antillais de Pierre Goldman le décrivent comme violent, bagarreur, dangereux et peu recommandable. Je cite monsieur Caprice, beau-frère de monsieur Lautric. J'ai eu l'occasion de le voir exprimer ses conceptions politiques à différentes reprises et dans ses propos, il apparaissait clairement qu'il n'avait aucun souci pour les vies humaines si cela venait à faire obstacle à ses objectifs. C'était un extrémiste. Non, mais si toutes les personnes que vous avez citées ici ont dit du mal de moi aux policiers, c'est exactement pour les mêmes raisons que Christiane. Je ferai remarquer à la cour qu'ils sont tous noirs et que c'est pour cette raison et cette raison seulement qu'ils ont tous été malmenés et intimidés par les policiers dès leur arrivée à la PJ. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! S'il vous plaît! Monsieur le Président, je pense que ce que mon client a voulu dire, c'est que certains policiers peuvent parfois avoir un comportement raciste, certainement pas que le corps policier dans son ensemble est raciste. Non, 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 je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Asseyez-vous! Merci, mademoiselle. Vous pouvez vous rasseoir dans la salle. Alter Moïse Goldman, né le 30 novembre 1909 en Pologne, résident au 36 rue Pierre-Valette à Montrouge, commerçant. Vous êtes le père de l'accusé. Vous êtes né dans une famille très pauvre du Shtetl. Vous avez immigré en France en 1927 pour fuir la discrimination et les pogroms envers les Juifs. Et que vous êtes, pendant la guerre, devenu un héros de la résistance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, parlons un peu de votre enfance en Pologne. Vous croyez vraiment que mon cas est intéressant? C'est surtout de mon fils dont il est question ici. Très bien. Alors, racontez-nous les premières années de la vie de votre fils. Les conditions dans lesquelles nous vivions, sa mère et moi, à Lyon, étaient épouvantables même. On s'entendait très mal. On se disputait beaucoup. Quelles étaient les raisons de ces disputes? La plupart du temps, la politique. Mais en réalité, on se disputait surtout. Vous parlez bien de Janka Sochacewska, la mère biologique de l'accusé? Oui. Elle combat à Lyon dans la même cellule que vous, c'est bien ça? Oui, elle est la secrétaire de la résistance pour toute la région lyonnaise. Et vous tombez amoureux, et c'est dans ce contexte de la guerre que vous décidez de faire un enfant. C'est elle qui le veut plus que tout. Pour elle, c'est un défi à la mort. Elle pense que cet enfant poursuivra la lutte et chantera pour tous les opprimés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette femme? Janka est polonaise comme moi, mais elle a grandi dans un milieu beaucoup plus religieux que le mien. Son père étudiait la Torah du matin au soir, c'était une sorte de fanatique. Elle s'est révoltée très tôt contre lui. Elle est devenue militante communiste, malgré son père qui lui prédisait que le communisme amènera le malheur partout. Comme les communistes étaient pourchassés, elle s'est fait arrêter par la police.
Sa mère est venue la trouver en prison et lui a dit Pâques approche, nous voudrions que tu acceptes du pain enzyme. Yanka s'est levée sans répondre, en laissant sa mère toute seule dans le parloir. Et quand elle est rentrée à la maison, son père l'a chassée. Le lendemain, elle quittait la Pologne pour la France. Je cite votre fils dans son livre. À la Libération, mon père quitte ma mère ou elle le quitte, enfin ils se séparent. Je reste chez ma mère qui travaille à l'ambassade de Pologne. En 1947, pour diverses raisons, elle doit quitter la France. Ça, je m'en souviens. On allait partir en Pologne le soir même, mais l'après-midi, profitant de l'absence de ma mère, mon père, accompagné de camarades de résistance, est venu m'enlever. Ma mère n'a rien pu faire. Elle ne pouvait fournir la preuve que j'étais son fils, puisque pendant la guerre, elle avait dû accoucher sous une fausse identité. Elle est repartie en Pologne sans moi. Je ne sais si mon père m'a gardé parce qu'il m'aimait, mais je sais qu'il ne voulait pas que son fils vive dans un pays où des millions de juifs avaient été exterminés. Un pays antisémite et stalinien. Un pays maudit, d'après lui. C'est tout ce que je sais. Mon père n'exprime jamais ses sentiments. Monsieur Goldman, est-ce que votre fils dit vrai? Je reconnais que j'ai pu dire ce genre de choses à propos des Polonais, mais j'ai toujours voulu le bien de mon fils. J'ai toujours veillé à ce qu'il ne manque de rien. Et quand je me suis remarié avec Ruth, nous l'avons tout de suite repris avec nous. Ma femme l'a reconnu et élevé comme son propre enfant. Et il ne vous a jamais posé de problème? Les problèmes sont venus plus tard, à l'adolescence. Il s'est fait renvoyer de plusieurs lycées. Il était indiscipliné. Et à la maison, on avait aussi parfois des disputes. Mais je jure qu'il n'a jamais levé la main sur personne. Ni sur ses frères, ni sur sa sœur, et encore moins sur sa belle-mère. Mon fils est incapable d'abattre une femme. Et s'il l'avait fait, le lien entre nous n'existerait plus. Et je ne serais jamais allé le voir en prison. Pourtant, vous avez mis 2 ans à aller lui rendre visite. Pourquoi? Parce que vous attendiez d'être convaincu de son innocence? Comment vous en a-t-il convaincu? Il m'a écrit une lettre où il m'a juré son innocence sur la tête d'un de mes camarades décapité par la police vichiste en 1944. Et vous l'avez cru? Oui. Mais donc, avant qu'il ne vous écrive cette lettre, vous l'en pensiez capable? Non, parce que je sais que même dans les pires moments, mon fils n'a pu abandonner le respect de la vie. Enfin, mais ça suffit, ça suffit. Mais ça n'a aucune importance. Mon père peut penser de ça ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça change? Le problème n'est pas de savoir si je suis capable ou non d'avoir commis ces crimes. Le fait est que je suis pas coupable. Je suis pas coupable. Goldman, taisez-vous. Reprenons. Et des autres agressions, vous l'en pensiez capable? Non, non plus. Pourtant, il les a toutes reconnues. Oui, je sais. Alors, comment les expliquez-vous? C'est peut-être une sorte de suicide. Il y a 16 ans, par exemple, à l'internat, après une dispute avec un de ses camarades, il s'est jeté dans le vide et est passé à travers une verrière. Il a été gravement blessé à la tête. Tout ça, c'est peut-être de ma faute. Excuse-moi de ne pas t'avoir compris. Tu sais, avant de lire ton livre, je ne te connaissais pas. Vous avez des questions? Moi, j'ai une question, Monsieur le Président. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles la mère de l'accusé n'a pas été citée à comparaître. Elle voulait venir, mais elle n'a pas obtenu de visa pour quitter la Pologne. Comment ça? Comment est-ce possible, alors que son fils risque la peine capitale? Je sais, ça paraît incroyable, mais je rappelle qu'au regard de la loi, elle n'est pas sa mère et qu'elle n'a donc pas pu justifier son déplacement. Et moi, je pense que c'est plutôt une stratégie de la défense pour essayer de mettre à l'écart la réputation sulfureuse de la mère de l'accusé. Soupçon d'espionnage, prison en Pologne, appel à l'insurrection, abandon de charges familiales, j'en passe. Tout ça au profit de la généalogie plus glorieuse de son père, grand résistant, patriote exemplaire. Quel beau tableau! Mais arrêtez, mais vous êtes qui, vous, là? Vous êtes qui?
Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Vous avez vécu quoi? Rien! Rien! Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Ils ont traversé des épreuves exceptionnelles. Alors moi, j'aurais voulu être digne d'eux, mais au lieu de ça, je me suis dévoyé, j'ai sombré dans la fête, l'alcool, les braquages. C'est à moi de leur demander pardon. Merci, monsieur. Nous en avons fini. Merci. Suspension de 15 minutes. Je vous avais dit que je voulais pas que Christiane témoigne. Pourquoi vous avez laissé faire? Enfin, le parquet, la cite à comparaître, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, mon père. Obligé de se justifier de me croire innocent, mais vous vous rendez compte de quelle humiliation pour lui? Je vous le pardonnerai jamais. Pourquoi ma famille est obligée de subir tout ça? Mais uniquement par votre faute, enfin. C'est vous qui êtes accusé. Alors maintenant, asseyez-vous. Écoutez-moi, on va rentrer dans la partie des témoins, qui est de loin la plus délicate pour vous. Ah bon? Oui. Je vous demande de nous laisser faire. On va s'employer à les décrédibiliser un à un avec méthode. Oh, ça va, j'ai déjà fait dans mon livre et déjà beaucoup mieux que vous, ça c'est sûr. Mais c'est une blague, vous étiez seul dans votre cellule. La partie était facile. Là, ils seront en chair et en os devant vous. Vous étiez sans contradicteur, maintenant ça sera différent. Je vous demande, simplement, de ne pas nous compliquer la tâche. Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Arrêtez de comme ça de parler à tout bout de champ de complot policier ou de machination. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des jurés. Ça peut s'avérer désastreux pour vous. Et par ailleurs, résistez, s'il vous plaît, aux provocations de Garot. Ce type est d'une intelligence redoutable, perfide. Il va chercher à vous faire sortir de vos gonds par tous les moyens, c'est clairement sa stratégie, on l'a vu. Et s'il y parvient, il aura gagné. Vous m'avez compris? Monsieur Jobard, je rappelle qu'à l'époque des faits, vous étiez commissaire à la 4e brigade territoriale et que c'est vous qui avez reçu les confidences d'un certain X2. Pouvez-vous rappeler à la Cour dans quelles conditions vous avez recueilli son témoignage? En mars 1970, soit environ 3 mois après les faits, un de nos indicateurs est venu spontanément nous rendre compte qu'un certain Goldie était l'auteur de plusieurs agressions, dont celle du boulevard Richard Lenoir. L'après-midi même du drame, il a pris un verre avec Goldman dans le quartier de l'Odéon. Et Goldman lui aurait confié avoir planifié l'attaque d'une crèmerie le jour même dans le quartier de Saint-Paul. Ce jour-là, il lui aurait même montré 2 armes avec lesquelles il comptait opérer, un Herstal et un P38. Oui, mais alors, à partir de ça, comment cet indicateur s'est-il persuadé que Pierre Goldman était l'auteur des meurtres du boulevard Richard Lenoir? Parce que Goldman lui-même lui aurait confié quelques jours plus tard. C'est faux, c'est archi faux, je ne l'ai jamais revu après ce verre à l'Odéon. Alors, d'après vous, pourquoi cet homme vous accuse? Mais parce que c'est un abruti, il est prêt à dire n'importe quoi pour se faire mousser. Ah, Mais pourquoi il continue? Je sais pas. Son esprit est si simple qu'il a fait une petite synthèse qui s'est avérée désastreuse pour moi. Une petite synthèse. Oui, il avait pour manie de compiler des articles de presse sur les faits divers. Par les journaux, il a appris qu'un Herstal avait tiré dans la pharmacie et que le meurtrier avait la même sacoche que moi. C'était trop beau. Voilà, tout concordait. Voilà comment il s'est persuadé que c'était moi le coupable. Je le redis, ce type, c'est un crétin. Ah bon, mais je croyais que c'était un de vos amis. Et encore, à condition d'employer ce mot avec pas mal de guillemets. Et c'est parce que c'est un de vos amis que vous refusez toujours de donner son nom? Non. C'est parce que quand j'étais gosse, mon père m'a dit « Tu ne dénonceras jamais personne ». C'est le seul de ses commandements auquel j'obéisse encore. Pourtant, vous avez bien donné les noms de ceux de vos amis dont vous pensiez qu'ils pourraient vous fournir un alibi. Quelle est la différence? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la dénonciation. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi, depuis toutes ces années, vous vous obstinez à protéger ce X2. Si vous nous donniez son nom, nous pourrions le faire comparaître devant cette cour et le confronter à ce que vous appelez ces mensonges. Oui, et moi je vous le redis, je ne donne pas et je ne donnerai jamais personne. Bon, Goldman, ça suffit. Je vous le répète, donnez-nous le nom de cet informateur. C'est votre avenir qui est en jeu. Non, je ne peux pas. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur Goldman, mettez-vous à notre place. Aidez-nous. Nous ne comprenons rien à cette histoire d'indicateur. C'est pourtant très simple. C'est à cause de son témoignage complètement farfelu que la machine judiciaire s'est emballée contre moi. Cet homme est la source de tous mes malheurs. Bah alors justement, ne serait-il pas plus simple de venir le faire témoigner devant nous? Ah bah si, sûrement. Mais je vous le redis, moi je ne le donnerai pas. Ma morale me l'interdit complètement. J'ai été arrêté pour des faits crapuleux, des hold-up sordides que j'ai d'ailleurs tous reconnus. Mais dans toute cette pourriture, je me suis réservé une toute petite part d'héroïsme et j'ai fait le serment sur ce qu'il me reste d'honneur de ne jamais donner personne. À moins que ce ne soit pour une toute autre raison beaucoup moins noble. Qu'est-ce que vous sous-entendez, maître? On peut raisonnablement faire l'hypothèse que si Goldman ne donne pas X2,
C'est parce que son témoignage l'accable. Mais son témoignage ne m'accable pas du tout, mais au contraire, mais enfin, mais innocente complètement. X2 s'est trompé sur toute la ligne. Sur les armes que j'avais, les vêtements, la sacoche, la boutique visée, absolument tout. C'est absurde. Monsieur le Président, est-ce que je peux en revenir aux faits, s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Monsieur Jobard, lorsque X2 a dénoncé Goldman à vos services, il a indiqué une planque à Belleville dans laquelle les policiers ont retrouvé des armes, mais qui ne sont pas celles qui ont tiré dans la pharmacie. Vous confirmez? Oui, c'est vrai, mais les armes décrites étaient compatibles avec celles utilisées dans la pharmacie. Oui, mais enfin, vous reconnaissez par ailleurs, comme l'affirme mon client, que X2 s'est trompé sur l'identification des armes. Oui. Et donc, s'il a pu se tromper sur l'identification des armes, il a également pu se tromper sur Goldman lui-même. Évidemment, ça ne signifie pas que Goldman n'était pas présent sur les lieux du crime avec d'autres pistolets, mais enfin, ça ne constitue pas une preuve qu'il y était. Oui. Donc, vous reconnaissez qu'il n'existe pas de preuve matérielle de la présence de Goldman sur les lieux du crime. Oui, c'est exact. Non, soyons sérieux 5 minutes, Monsieur le Président, pardon. Peu importe le nom de X2 et le manque de précision de ses propos, le fait indéniable, c'est que ces renseignements ont permis aux policiers de remonter jusqu'aux témoins qui, eux, tous, sans exception, ont reconnu Goldman. Merci, monsieur le commissaire. En entrant dans l'officine, ma première surprise, c'est que le système de sécurité se déclenche. Malgré l'alarme, j'avance jusqu'au comptoir. Et là, je vois des pieds qui apparaissent dans la porte de l'arrière-boutique. Ce sont ceux de Mademoiselle Delaunay, la patronne de ma femme. Elle est étendue sur le dos, son manteau entièrement boutonné et son foulard noué autour du cou. Inanimée. Je contourne le comptoir, et là, c'est l'horreur. Ma femme est allongée sur le sol devant moi. Elle porte des gants en cuir et le 3/4 en laine à carreaux noirs et blancs que je venais de lui offrir pour son anniversaire. D'abord, j'ai pensé qu'elle s'était asphyxiée. Je sentais comme une odeur bizarre. Mais de retour dans l'arrière-boutique, cette fois, je vois la tête de Mademoiselle Delaunay ensanglantée, qui baigne dans une flaque de sang. Et je comprends tout. Tout près d'elle, il y a un homme qui est tendu par terre. Du sang coule aussi de son visage par saccades, mais il respire encore. Et toujours cette sonnerie assourdissante. Je ressors en courant, j'appelle à l'aide. J'envoie chercher un médecin, mais je sais déjà que pour Janine et sa patronne, c'est déjà trop tard. Chaque soir, je venais chercher ma femme à la sortie de son travail pour la ramener à la maison et retrouver notre petite Florence, âgée de 28 mois à l'époque. Goldman, assassin! En entrant, j'ai vu immédiatement les deux pharmaciennes dans l'arrière-boutique du magasin. Toutes deux avaient leur manteau sur elles. Elles étaient prêtes à partir. Dans le même temps, j'ai remarqué qu'un homme se trouvait devant les deux femmes qui étaient manifestement effrayées. Il est arrivé sur moi tenant son pistolet à la main. Il m'a mis le canon sur le ventre et m'a dit « Toi aussi, va par là ». Alors qu'il regardait vers les femmes, j'ai eu le temps de me délester de mon portefeuille en le jetant vers le mur. Il devait contenir environ 500 francs. Puis, il nous a fait mettre tous les trois dans le fond du magasin en nous tenant toujours en joue. Et s'adressant à moi, il a dit « Et toi, donne ce que tu as ». Alors j'ai répondu que je n'avais pas d'argent, seulement une pièce de 5 francs pour acheter mes médicaments parce que c'était la fin du mois. Et j'ai ajouté « T'es le roi des couillons, tu vas te faire prendre tout de suite ». Aussitôt que j'ai fait le geste pour lui montrer la pièce, l'homme a tiré sur moi et je suis tombé dans un placard qui se trouvait juste à côté. Puis j'ai entendu les deux femmes crier « Non, non, non ». Encore un coup de feu et j'ai perdu connaissance. Le tueur paraissait âgé de 30 ans environ, un peu plus grand que moi. Sa figure était allongée, mince, le teint très basané et le type méditerranéen, espagnol ou portugais. Il portait une casquette plate en cuir ou en tissu ciré, ainsi qu'un imperméable gris foncé. Il s'exprimait très bien en français. En toute certitude, j'ai reconnu Goldman parmi les hommes qu'on m'a présentés à la police. J'ai aussi reconnu sa voix. Je n'ai aucun doute.
Ceci est la déposition de M. Raymond Trocard, ancien résistant et survivant de la tuerie du boulevard Richard Lenoir, malheureusement décédé depuis dans un accident de voiture. Madame Carrel, vous êtes passée avec votre mari devant la pharmacie au moment des faits, vous avez empêché votre mari d'intervenir et vous êtes allée directement donner l'alerte au café Le Jean-Bart. Avant de vous enfuir, avez-vous eu le temps de voir l'agresseur dans la pharmacie? Oui, Dodo. Soyez aimable de parler un peu plus fort. Oui, Dodo. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Une silhouette sombre, très dessinée, qui tenait un pistolet dans la main droite. Vous avez pu voir tous ces détails de dos? Non, il était plutôt de 3/4 presque de profil. Goldman, levez-vous. Mettez-vous de 3/4 profil. De quel côté, Monsieur le Président? De quel côté, madame? Côté droit. Tournez-vous un peu vers le mur. Reconnaissez-vous l'homme que vous avez vu dans la pharmacie le 19 décembre 1969? Prenez votre temps, votre réponse est très importante. Là maintenant, je sais plus trop. Il avait peut-être le visage un peu plus anguleux. Mais tout à l'heure, quand je suis entrée dans la salle et que je l'ai vu assis dans le box, j'ai ressenti la même chose que quand je l'ai vu dans la pharmacie. Qu'est-ce que vous voulez dire par ressenti? J'ai eu la même sensation. Mais de quoi vous nous parlez, madame? Vous pensez qu'il est possible de juger un homme pour des faits aussi graves sur une simple sensation? Vous avez conscience des conséquences de ce que vous dites? Maître Kiechman, n'intimidez pas les témoins, c'est un jeu trop facile. Excusez-moi. Madame, vous dites que vous avez la même sensation. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot, sensation? Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand je suis rentrée dans la salle tout à l'heure, que je l'ai vu, j'ai eu peur de lui comme le jour de la pharmacie. C'est son apparence qui vous a fait peur, c'est ça? Oui. L'apparence de l'homme dans le box est proche de celle de l'homme de la pharmacie. Cessez de souffler les réponses aux témoins. Oui, maître Kiechman, soyez plus neutre dans vos questions. Bien. Madame, vous dites que vous avez peur de lui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que quand je l'ai vu tout à l'heure, que ça m'a fait pareil, que ça m'a pris au ventre. Oui, mais tout en pensant qu'il ne lui ressemble pas, c'est ça? Si, il lui ressemble. Alors voilà, là nous y sommes. Madame, avec toute la bonne foi du monde, vient nous faire part, plus de 6 ans après les faits, d'une sensation. Et elle ajoute même que l'homme assis dans le box ressemble à celui de la pharmacie. Entendez-vous bien, hein? Elle ne dit pas que c'est lui. Elle dit qu'il lui ressemble. Je ne suis pas étonné. Monsieur Goldman doit correspondre en tout point à l'image qu'elle se fait d'un assassin. Ses fantasmes l'emportent sur ses souvenirs. C'est ça que ça veut dire. Mais de qui on se moque? Tout le monde sait dans cette affaire que l'assassin n'est pas un grand blond suédois d'1,90 m, et c'est tout le drame de ce procès. Qui, faute de preuves matérielles, ne repose que sur des témoignages. Alors, à vous entendre, il faudrait quoi? Condamner l'homme qui ressemble à l'assassin? Non, non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça la justice. Je vais plus loin, il faut trouver cet homme. Le procédé est insupportable. Maître Kiechman extorque des réponses aux témoins pour placer son petit monologue préparé d'avance. Préparé d'avance et qui plus est totalement grotesque, parce que si Goldman ressemble à l'assassin, quel besoin d'en chercher un autre? On se le demande. Nous en avons fini? Presque. Francis, la photo, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, reconnaissez-vous sur ce cliché Pierre Goldman? Oui. Oui, c'est lui. C'est lui. Eh bien non, ce n'est pas lui. J'aurais aimé vous faire plaisir, mais c'est un comédien qui lui ressemble. Voilà ce que je pense de l'objectivité des témoins. Je prenais l'apéritif au Jean-Bart avec ma cousine. Quand un homme et une femme sont arrivés en criant « on tire à la pharmacie, on tire à la pharmacie ». J'hésite pas une seconde et j'y vais. Dans ma course, j'entends encore 1 ou 2 coups de feu. Je déboule dans la pharmacie, et là, derrière le comptoir, je vois un homme qui me crie « bouge pas ou je te tue ». Il essaye de me tirer dessus, mais son pistolet s'enraye. Il fait le tour du comptoir pour sortir, et moi je tente de l'intercepter, mais à cause de son imperméable, il me glisse entre les mains. Je pars à sa poursuite, je le rattrape sur le terre-plein du boulevard et je le plaque au sol. Mais au moment où je parviens à l'immobiliser, ce salopard sort un 2e pistolet de sa sacoche et me tire dessus à bout portant. Je m'effondre au sol, j'entends encore vaguement quelques passants qui viennent à mon secours, et puis je perds connaissance. Monsieur Quinet, je rappelle que vous êtes policier, mais que vous n'étiez pas en service ce soir-là, et que vous avez agi en conscience. Au nom de toute la Cour, je tiens avant toute chose à saluer votre courage. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai fait que mon devoir. Monsieur, est-ce que vous pouvez confirmer que l'homme qui est assis dans le box à votre gauche est bien celui qui vous a tiré dessus, boulevard Richard Lenoir, le 19 décembre 1969 ? Oui, c'est lui.
Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Monsieur, si je peux me permettre, je rappelle que Monsieur Quinet, depuis le début de cette affaire, n'a cessé de se contredire. Il décrit d'abord l'agresseur comme étant un mulâtre. Le lendemain, au policier, il dit cette fois qu'il est de type méditerranéen, vêtu d'un veston, puis il parlera d'un imperméable, tantôt marron, tantôt bleu marine. Et enfin, d'une gabardine. Il lui donne d'abord 35 ans, puis 30 ans, enfin 25. Autre chose, il dit qu'il est entré dans la pharmacie, là où plusieurs témoins affirment au contraire qu'il n'en a jamais franchi le seuil. Par ailleurs, beaucoup de témoins disent que l'agresseur était coiffé d'une casquette, mais M. Quinet, lui, n'en parle jamais. Alors si on choisit l'arithmétique, on se dit que ce sont les autres nombreux qui ont raison et M. Quinet seul qui a tort. Or, on nous dit que M. Quinet est un témoin capital. Que valent donc ces déclarations? M. Quinet, personne ne met en doute. Et surtout pas moi. Votre héroïsme et votre bonne foi, mais enfin, il y a trop de contradictions dans vos témoignages pour faire de M. Goldman l'homme qui vous a tiré dessus. Mon avocat parle de la bonne foi de l'agent Quinet, et moi je parlerai plutôt de sa mauvaise foi, voire même de sa partialité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je sais que mon avocat n'est pas d'accord avec moi sur ce point, mais j'affirme qu'il y a eu une machination policière contre moi et que l'agent Quinet a été leur instrument. Dès mon arrestation par les policiers, j'ai été désigné comme le coupable idéal, et l'agent Quinet a été téléguidé pour me reconnaître. C'est faux, Monsieur Goldman dit n'importe quoi. On m'a amené sans rien me dire devant la glace Saint-Tin et je l'ai reconnu immédiatement. Et j'ai même reconnu sa voix. Et d'ailleurs, je l'avais reconnu sur photo d'identité quelques jours auparavant. Je n'ai eu aucune hésitation. Par contre, j'ai bien stipulé aux policiers que mon agresseur était plus âgé. Non, cette photo, c'est la preuve que tout était arrangé d'avance. Les policiers ont sciemment choisi un cliché datant de plusieurs années sur lequel il est tout à fait impossible de me reconnaître. Et pourtant, l'agent Quinet, qui m'a soi-disant vu quelques secondes à la nuit tombée, a réalisé l'exploit de me reconnaître sur cette photo sans hésitation. Monsieur Quinet, tout de suite après le drame, à 20h15, à un passant qui était venu vous secourir, vous auriez déclaré « Le fumier, il m'a eu, j'ai une balle dans le ventre, je suis foutu. C'est une sorte de mulâtre. » Vous confirmez avoir dit ça? Oui, c'est possible, tout est allé très vite, je me souviens plus vraiment. Pourquoi avoir dit mulâtre? Qu'est-ce que vous entendez par ce terme? Quelqu'un qui a le teint mat ou bronzé? Et que diriez-vous du teint de M. Goldman aujourd'hui? Bah, qu'il est moins bronzé qu'avant. Je lis la définition de mulâtre dans le Littré. Né d'un nègre et d'une blanche, issu de l'espagnol mulot qui signifie mulet. Je laisse juge qui veut. Honnêtement, je me souviens pas avoir dit le mot mulâtre. Par contre, je me souviens très bien de ce que j'ai dit au policier le lendemain à l'hôpital. J'ai dit qu'il était de type méditerranéen, qu'il parlait très bien le français et qu'il n'était pas arabe. Effectivement, ça correspond au signalement de l'accusé, mais aussi de quelques centaines de milliers d'hommes dans la région parisienne. Non, monsieur le Président. Non, soyons sérieux, enfin. Non, nous ne sommes pas là pour ergoter sur le sens des mots ou des définitions de dictionnaire. Pardon, je rappelle que dans cette affaire, 2 femmes ont perdu la vie et qu'un homme ici présent devant vous a failli perdre la sienne. Ce sont des faits très graves que nous jugeons. Il ne s'agit pas de contester la gravité des faits, simplement de démontrer comment des préjugés peuvent altérer un témoignage. Les préjugés sont plutôt du côté de M. Goldman qui pense que tous les policiers sont des racistes. Il a écrit noir sur blanc dans son livre, je le cite de mémoire, vous m'excuserez, il écrit que, en parlant de M. Quinet, qu'il manifeste une claire hilarité raciste de policiers. Il ajoute même naturel. C'est une honte, absolument une honte. Stricte vérité. Silence! Asseyez-vous! Monsieur Quinet, est-ce que vous admettez avoir prononcé le terme de mulâtre? Écoutez, je sais plus ce que j'ai dit, mais je sais ce que j'ai vu. Cet homme, je l'ai vu en pleine lumière dans la pharmacie. Puis visage contre visage sur le terre-plein. Monsieur le Président, un homme qui vous tire dessus, on ne l'oublie jamais. Mademoiselle Lecoq, le jour du drame, vous sortez d'un salon de coiffure tenu par une amie à vous au 27 du boulevard Richard Lenoir. Vous marchez sur la contre-allée en direction de la Bastille et vous voyez une bagarre entre 2 hommes. L'un des 2 hommes s'effondre au sol et l'autre s'enfuit en vous bousculant. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Mais la police ne vous entendra que 23 jours après les faits. Pourquoi si tard? Parce que je suis rentrée tout de suite chez moi. J'étais émotionnée. Émotionnée? Oui. Pourquoi? Parce que vous aviez vu une bagarre entre 2 hommes? Oui. Et le lendemain matin, vous n'avez pas pensé à vous présenter spontanément à la police? Non, pour moi, c'était juste une bagarre.
Alors pourquoi y être allé 23 jours après? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait eu des morts. Ah bon? Mais qui vous a dit ça? Je sais plus. Bah, faites un effort, c'est important. Sûrement mon amie coiffeuse, mais en vrai, je sais plus, c'était il y a longtemps. Mademoiselle, est-ce que vous diriez que l'homme qui vous a bousculé sur le boulevard Richard Lenoir ce soir-là est bien celui qui est assis dans le box à votre gauche? Oui, c'est lui. Prenez votre temps. Regardez-le bien. Votre réponse est très importante. Je n'ai pas besoin de prendre mon temps, je suis sûre que c'est lui. Mademoiselle, comment vous pouvez être aussi sûre de vous alors que dans votre déposition à la police, vous avez déclaré avoir vu l'agent Quinet en uniforme et ne pas avoir entendu de coup de feu? Qu'est-ce que vous répondez, mademoiselle? Je ne sais pas de quoi monsieur parle. C'est très simple. Dans votre déposition du 11 janvier 70, vous avez dit avoir assisté à une bagarre sur le terre-plein entre un homme en civil et un agent de police. J'imagine que ça voulait dire un agent en uniforme. Oui, c'est ça. Eh bien, pourtant, ce jour-là, l'agent Quinet était hors service et donc en civil. Eh bien, moi, j'ai vu un agent en uniforme. Toujours dans votre même déposition, vous avez déclaré que vous n'avez pas entendu de coup de feu. Vous confirmez ça aujourd'hui? Oui. Comment vous avez fait pour voir cette bagarre sur le terre-plein et pour ne pas avoir entendu de coup de feu alors que les faits se sont produits au même endroit et au même moment? J'en sais rien, mais je vous le répète, c'est lui qui m'a bousculé. Très bien. Alors, comment vous décririez l'homme qui vous a bousculé? Il était bizarre, on aurait dit un fou. Un fou? Qu'est-ce que vous entendez par un fou? Ben, un fou. Est-ce que vous auriez effectivement déclaré à ce fou « Tu peux pas t'excuser, sale crouille » ? Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Et pourquoi vous avez dit ça? Parce que je l'ai pris pour un arabe. Mais madame, vous êtes d'accord que l'homme qui est assis dans le box aujourd'hui n'est pas un arabe? Oui, mais il a une tête d'arabe. Une tête d'arabe? Qu'est-ce que vous entendez par une tête d'arabe? Je veux dire qu'il a le nez long, le teint mat, comme les arabes. Et en plus, je suis circoncis. Qu'est-ce que vous dites, Goldman? Je dis qu'en plus de ça, je suis circoncis exactement comme les Arabes. Madame, d'après vous, d'où venait l'homme qui vous a bousculé? Du terre-plein central, Et où allait-il? vers le métro, Où le choc a-t-il eu lieu exactement? Sur le trottoir, sur la chaussée? sur le trottoir. Je l'ai déjà dit 100 fois. Est-ce qu'il courait? Non, il marchait de biais. De biais? Madame, est-ce que c'est pas vous qui marchiez un peu de biais ce jour-là? Mais non, pas du tout, je marchais tout droit. Non, c'est une image, c'est une manière de dire que vous dites un peu n'importe quoi parfois. C'est pas vrai, je ne dis pas n'importe quoi. Monsieur le Président, je vous demande de rappeler Monsieur Kiechman à l'ordre. Il n'a pas à influencer ni à abaisser les témoins pour obtenir des réponses qui l'arrangent. C'est noté. Maître Kiechman, continuez, mais cessez ce procédé. Madame, d'après vous, où allait l'homme quand il s'est enfui après vous avoir bousculé? En direction du métro, je vous l'ai déjà dit. Mais quel métro? Le métro Bastille. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Je fais noter à la Cour que selon le recoupement de tous les autres témoignages, l'homme s'est enfui en direction du métro Breguet-Sabin. Alors, madame a bien vu un policier, mais il était en uniforme. Elle a bien vu une bagarre, mais elle n'a pas entendu de coup de feu. Et elle a bien vu l'homme s'enfuir vers un métro, mais qui n'est pas le bon métro. C'est à devenir fou. Madame, je repose la question. Vous êtes absolument formelle. Vous avez vu l'homme s'enfuir en direction de la place de la Bastille? Oui, absolument sûr. Et pourtant, comme je viens de l'expliquer, c'est incontestablement faux. Alors que faire de votre même assurance lorsque vous dites que cet homme est Pierre Goldman? Que ça n'a rien à voir. Ça n'est pas la même chose. Ah, très intéressant. Alors il y aurait selon vous deux types de certitudes. L'une qui nous conduirait immanquablement vers la vérité, et l'autre qui nous induirait en erreur, c'est ça? Vous êtes une empiriste, une espèce de George Berkeley pour laquelle seule compte la subjectivité. Et cette silhouette que vous avez entrevue, sous prétexte que c'est votre conviction, comporte plus de certitude et de vérité que le monde extérieur objectif. Par pitié, est-ce que quelqu'un va se dévouer pour arrêter mon éminent confrère dans ce pitoyable cours de philosophie? Non, laissez-moi finir. Non, je ne vous laisserai pas finir. Je ne vous laisserai pas finir. Vous n'étiez pas sur les lieux du crime, contrairement à madame. Et vos interprétations sont certainement plus éloignées de la vérité que les approximations de cette femme qui, sous le choc et ne sachant plus très bien où elle se trouve, a très bien pu se tromper sur la direction empruntée par le fuyard et pourtant dire vrai sur absolument tout le reste. Personne ne prétend ici que les témoins sont infaillibles. J'en ai fini, merci. Monsieur Pluvinage, vous êtes médecin à la retraite et vous habitez au 4e étage du 6 boulevard Richard Lenoir, à savoir le même immeuble que la pharmacie. Pouvez-vous nous décrire exactement ce que vous avez vu et entendu de vos fenêtres ce soir-là? D'abord, j'ai entendu des coups de feu. Et comme j'ai fait du tir par le passé, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'une arme de gros calibre. Je me suis précipité à ma fenêtre, et là, j'ai vu un homme sortir en cours de la pharmacie, et un autre partir à sa poursuite. Le deuxième l'a rattrapé sur le terre-plein, l'a fait tomber par terre, et là, un second coup de feu est parti. Le poursuivant s'est effondré au sol, et l'assassin est parti en courant vers le métro. Vous diriez qu'il était quelle heure? Un peu avant 20h, j'allais passer à table. Pouvez-vous nous décrire l'homme que vous avez vu s'enfuir? Grand, athlétique,
Les cheveux foncés, le teint mat et les yeux très enfoncés. Tout ça de nuit, par temps de brouillard et à plus de 40 mètres de distance. Parce que, monsieur, j'ai été sur place vérifier la distance entre vos fenêtres et le trottoir le plus proche. Vous avez vraiment un œil de lynx. Bravo. Je vous remercie. C'est vrai que je suis spécialiste en microscopie et que cela nécessite une très grande précision de la vision. Oui, bah alors justement, permettez-moi de douter de la précision de votre vision. Parce que vous n'avez cessé de varier dans vos déclarations depuis 6 ans. Si bien que l'homme que vous avez décrit est digne des métamorphoses du morceau de cire de Descartes. En dépit de quoi, il est pour vous et pour l'éternité Pierre Goldman. Au point même de vous souvenir que vous avez signé votre déposition dans les locaux de la brigade criminelle, devant un juge d'instruction, aux côtés duquel était assise une avocate que vous avez clairement identifiée comme étant Gisèle Halimi, alors que chacun sait qu'il n'y a pas plus d'avocats que de juges d'instruction dans les locaux de la brigade criminelle, et que si Pierre Goldman a eu beaucoup de défenseurs depuis son arrestation, je suis bien placé pour le savoir, Gisèle Halimi n'a jamais été du nombre. Et monsieur, votre courage, s'il vous plaît, ne vous en vantez pas, parce que vous avez immédiatement été cancané auprès de votre concierge et de vos voisins, plutôt que d'aller secourir cet homme à terre, ou au minimum d'aller prévenir la police. Non, monsieur le Président, pardon, mais arrêtons ce jeu de massacre. Nous sommes ici systématiquement portés à juger de la moralité ou les opinions des témoins. Ce n'est pas le sujet. Ne nous laissons pas piéger, c'est une technique pour nous détourner de l'affaire. Monsieur Goldman l'a d'ailleurs théorisé dans son livre, puisqu'il dit, je le recite de mémoire, qu'il faudrait fouiller dans le passé et les opinions politiques de monsieur Pluvinage, enfin. Oui, je l'ai dit, je le maintiens. J'estime que le passé et les opinions politiques de tous les témoins devraient être sondés, dans la mesure où mon passé et mes opinions personnelles sont passés au crible devant cette cour. Mais ce n'est pas le débat. Non, parlons simplement d'antisémitisme. Est-ce que tel témoin, par exemple, est-il oui ou non antisémite? Je ne vois pas le rapport. Si, il est tout de même important de le savoir. Aussi important que de faire l'étalage des moindres détails de ma biographie. Idem pour les policiers. Qu'en est-il exactement de leurs opinions politiques? L'inspecteur Goussard, là, oui. Il y a l'inspecteur Goussard, lors d'un interrogatoire, me dit... Attends, l'inspecteur Goussard, lors d'un interrogatoire, me dit qu'il n'avait rien contre les Israélites. Et même qu'il en connaissait qui étaient des gens très très bien. J'ai cru à un moment qu'il allait me dire qu'il en avait sauvé pendant la guerre. Non, monsieur le Président, enfin, vous ne pouvez pas tolérer que des propos si fallacieux soient prononcés dans l'enceinte sacrée d'un tribunal. Non, c'est proprement scandaleux. C'est une insulte à la recherche de la vérité et à l'institution tout entière. Non, mais c'est moi qui suis insulté depuis le début de ce procès. Tous les témoins sont des racistes. Tous! Non, j'y fais quelque chose. Monsieur le Président, nous en sommes donc réduits à juger des opinions supposées d'hommes et de femmes honnêtes et innocents, et pour certains traumatisés par les événements. Alors que, si tant est qu'il soit prouvé que tel ou tel témoin soit raciste ou antisémite, il n'en reste pas moins crédible. Et ça n'en fait pas moins de monsieur Goldman un assassin. Espèce de raciste! Laissez-moi terminer. Vous êtes un raciste! Vous êtes un pourri, un fasciste! Un raciste! Vous puez le raciste! Et moi je les sens, les racistes, comme vous sortez les messettes! Et je vous emmerde! Goldman, laissez-vous! Je vous emmerde, monsieur Garot! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le Président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits! Monsieur le Président, je vous demande que le nécessaire soit fait pour notifier les insultes dont je viens de faire l'objet. Merci. Goldman, faites immédiatement des excuses à Maître Il est Garot. hors de question! Il est hors de question! Ce type est un fasciste et un raciste! Et il défend une police raciste! Calmez-vous! Viens, Moussard, viens! Et lâche-moi, sale flic! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Fasciste! Silence! Je suis innocent! Lâche-moi! Suspension de séance! Je suis innocent! Je suis innocent! Silence! 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 Ce qui vient de se passer est désastreux. En une intervention, vous avez ruiné tous nos efforts. Caro vous amenez exactement là où vous voulez. J'en reviens pas de votre naïveté. Arrêtez de vous croire plus malin que tout le monde, vous êtes un nigo. Continuez comme ça, vous allez droit dans le mur. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes, que tous les témoins vous reconnaissent sans exception, et que vous risquez votre tête. Si ça doit être la sentence, elle sera parfaitement conforme à mon destin. Pardon? Il peut rien m'arriver, je suis né et mort le 22 juin 44. Oui, c'est ça. Continuez avec vos belles formules, là. Ça vaut pour vos amis gauchistes, mais pas pour moi. C'est pas des formules, c'est la vérité. Taisez-vous! Plus un mot à partir de maintenant. Y a que moi qui peux vous sortir de là, vous vous taisez. J'ai pas besoin de vous pour prouver mon innocence. Pardon? Je suis innocent, c'est comme ça, on peut rien y faire. Personne peut rien y faire, même pas vous. C'est ontologique.
Ah oui, alors à vous entendre, ce serait une innocence divine comme ça qui tombe du ciel, qui échappe à tout jugement. Non, non, non! Votre innocence doit résulter du dossier, uniquement du dossier. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous finirez ce procès seul. Commissaire Leclerc, vous étiez de service à la PJ les 8 et 9 avril 1970, lorsque Pierre Goldman a été arrêté. Nous voudrions revenir avec vous sur les conditions de ses gardes à vue. Comment vous a-t-il semblé à son arrivée au commissariat le soir du 8 avril? Plutôt calme. Avec quand même 2 boutons qui avaient sauté de mon par-dessus. Ah oui? Comment ça? Les flics ont commencé leur travail dès mon transport dans le fourgon. Ils m'ont insulté, traité de saloperie, d'ordure et même passé à tabac. Vous confirmez? Non, jamais entendu parler de cet incident. À ma connaissance, c'est la première fois que M. Goldman y fait allusion. Ce qui, de la part de quelqu'un d'aussi procédurier et pointilleux que lui, est tout à fait étonnant. Et pourtant, c'est la vérité. Commissaire, le 8 avril au soir, vous conduisez son premier interrogatoire. Comment ça se passe? On a commencé par l'interroger sur des questions générales, ses fréquentations, ses quartiers de prédilection, comme on fait toujours. Mais contre toute attente, il a immédiatement nié les meurtres du boulevard Richard-Lenoir, alors qu'on n'avait même pas commencé à l'interroger là-dessus. Mais arrêtez, c'est parce que j'étais en état d'alerte. En état d'alerte? Ah oui. Vous pouvez nous expliquer? Écoutez, juste avant d'être interrogé, j'entends un flic dire à un autre « Ça y est, on a serré le tueur du boulevard Richard-Lenoir ». Ensuite, un autre flic entre dans la pièce, il me regarde et il dit « Ah, c'est toi qui as fait le coup des pharmaciennes? C'est marrant, je t'imaginais pas comme ça ». J'étais complètement paniqué. Donc, dès qu'on m'a demandé si je fréquentais le secteur de la Bastille, j'ai pris les devants et j'ai nié le crime qu'on essayait de me mettre sur le dos. Donc faites-le taire. Oui. Ensuite, que s'est-il passé? Pendant plusieurs heures, il a tout nié en bloc, les 4 braquages. Mais vers 1h du matin, il a fini par reconnaître les 3 agressions à main armée, tout en continuant à nier pour le boulevard Richard-Lenoir. À un moment, il s'est pris la tête entre les mains et il m'a dit « Commissaire, est-ce que c'est possible de commettre un acte horrible dans un instant de folie et de ne pas s'en souvenir ?» J'ai pas pris ça pour un aveu, évidemment, mais j'ai bien cru qu'il allait basculer. Goldman, vous avez vraiment dit cette phrase? Possible, oui. Comment ça, c'est possible? C'est très important, l'avez-vous dit, oui ou non? Enfin, oui, mais le lendemain, beaucoup plus tard, une fois que les confrontations ont commencé. Mais pourquoi avoir dit ça? Parce que, quand je suis arrivé à la PJ, j'étais persuadé que mon innocence allait éclater tout de suite. Et au lieu de ça, dès le lendemain, tous les témoins me reconnaissent, tous sans exception. Bon, Monsieur le Président, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais complètement déboussolé. Je comprenais plus rien à ce qui m'arrivait. Alors j'ai posé cette question, mais ça n'avait aucun sens, c'était complètement absurde. Mais est-ce que quand vous avez prononcé cette phrase, vous ne vouliez pas plutôt dire au commissaire Leclerc que vous n'étiez pas responsable de vos actes au moment des faits? Mais non, vous comprenez rien, je vous dis que je suis innocent, je me tue à vous le dire. Donc à vous entendre, c'est en tant qu'innocent que vous vous êtes demandé si vous étiez coupable. Attends, je vais me le faire, ce que là, vous avez intérêt à l'arrêter. Je vais me le faire. Chut. Monsieur Leclerc, vous confirmez que Goldman a bien prononcé cette phrase le soir de son arrivée à la PJ? Oui, je suis formel. Alors pourquoi cette phrase n'est-elle pas consignée dans le PV de l'interrogatoire? Parce que c'était entre nous pendant une pause. Donc c'est parole contre parole? Oui. Ensuite, que s'est-il passé? Plus rien, il était 2h du matin, on était tous rincés, on l'a envoyé dormir au dépôt. Et dès le lendemain matin, vous avez procédé aux premières reconnaissances par les témoins. Pourquoi si rapidement? Parce que certains témoins l'avaient déjà reconnu sur photo quelques jours auparavant, il n'y avait plus de temps à perdre. Il fallait le confronter à eux le plus vite possible. Pouvez-vous nous décrire dans quelles conditions se sont déroulées ces reconnaissances? On a fait comme d'habitude, on a fait venir les collègues du même âge que lui, on leur a fait retirer tout signe distinctif, montres, cravates, bijoux. On leur a fait enfiler un imperméable de façon à ce qu'ils soient le moins reconnaissables possible. Monsieur le Président, arrête, sans vouloir contester la parole ni le professionnalisme du commissaire Leclerc, il faut quand même préciser à la Cour que j'étais pas rasé et débraillé au milieu de types très propres sur eux. C'est totalement faux. Non, c'est vrai. On m'a donné un rasoir électrique, un vieux avec une seule tête, un modèle inutilisable pour moi. D'ailleurs, je n'ai jamais pu me raser avec un rasoir électrique. Aurait-il 5 têtes? J'ai la barbe beaucoup trop dure. Je suis l'inspecteur Goussard. C'est moi qui étais en charge de Goldman ce matin-là, et je peux vous garantir que le rasoir marchait très bien. Il ment. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me raser, il m'a dit d'essayer quand même. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, et alors il m'a dit, mais après tout, ça n'a aucune importance. Eh bien, c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris que j'étais dans une machination policière. 1, je n'ai jamais prononcé cette phrase, et 2, je certifie qu'il s'est rasé. Alors, faites venir un rasoir électrique, et je vous donne ma parole que je le grippe immédiatement. Il dit n'importe quoi, il s'est même rasé devant moi, je le jure. Inspecteur Goussard, asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, résumons. On vous propose de vous raser, vous n'y parvenez pas, et vous renoncez. J'avoue que je ne comprends pas très bien. C'est étrange, étant donné l'enjeu, que vous n'ayez pas insisté.
Pourquoi n'avoir pas exigé d'être lavé, changé et rasé? Parce que quand je suis arrivé à la PJ, j'étais persuadé que personne n'allait me reconnaître. Admettons. Mais ensuite, quand on a commencé à vous reconnaître, pourquoi n'avoir pas protesté? Et parce que j'étais anéanti, Monsieur le Président. C'était une catastrophe. J'avais l'impression que j'étais en train de perdre la raison, je comprenais plus rien. J'avais plus aucune volonté, à part devenir ce type qu'on me proposait d'être, un coupable. Commissaire Leclerc, vous maintenez que Goldman était rasé? Absolument. C'est faux. Et bien évidemment, tout ceci ne ferait pas débat si nous pouvions disposer des photos des reconnaissances. Monsieur Leclerc, pouvez-vous rappeler à la Cour pourquoi elles sont absentes dans ce dossier? Parce que ce jour-là, nous avons eu un incident technique. Pouvez-vous nous préciser lequel? On a voulu assurer le coup en faisant vérifier l'appareil photo, mais les gars ont oublié de mettre une pellicule à l'intérieur. Alors, si on admet que l'appareil photo ne marchait pas, on peut peut-être admettre que le rasoir ne marchait pas non plus. Monsieur le commissaire, vous reconnaissez au minimum qu'il manquait 2 boutons au manteau de Goldman, que ses habits, et notamment sa chemise, étaient sales et froissés, et qu'il n'avait dormi que quelques heures? Que j'avais une barbe noire et drue. Non, ça, je ne m'en rappelle pas. Ce que je sais, c'est que M. Goldman relisait avec soin tous les procès-verbaux. S'il avait estimé que les reconnaissances avaient été truquées, je suis certain qu'il l'aurait fait noter. Or, il n'a pas dit un mot à ce sujet, alors qu'il savait pertinemment à ce moment-là qu'il avait été reconnu par 5 témoins. À moins qu'il n'ait pensé à ce moment-là que tous ces petits dysfonctionnements de la police lui seraient d'une grande utilité plus tard. Non, non, certainement pas. Maître Garot, tout le monde n'a pas un esprit fourbe et retors comme le vôtre. Mais votre client, apparemment, oui. Monsieur le commissaire, pourquoi il n'y a pas eu de reconstitution de ces photos? Ça aurait été plus simple, non? Ça ne servait plus à rien, c'était trop tard. Non, dites plutôt que vous étiez persuadé que votre affaire était bouclée. Madame, je vous garantis que depuis le début, tout a été fait pour me désigner. Et pour preuve, l'agent Quinet était déjà dans le couloir quand j'ai été amené menotté pour les Mais c'est les pas vrai, tu présentations. mens. Si, c'est vrai. Tu mens. Si, il était là, il m'a regardé, et puis il a dit à son collègue, regarde, c'est lui qui m'a mis une bastos dans le ventre, quelle tronche. Madame, c'est pas vrai, il ment, on s'est jamais croisé dans le couloir. C'est lui qui ment. Il était facile à reconnaître, c'était le seul blanc au milieu de tous mes amis noirs. On s'est regardé droit dans les yeux, il m'a traité de petit salaud, et puis il a encore ajouté à son collègue que depuis cette histoire, il sortait plus jamais sans son calibre. Oh, c'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je l'ai juste vu derrière la glace Santin. Je vous jure que je vous dis la vérité sur ce que j'ai de plus cher. Merci, monsieur Quinet. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Si vous le permettez, Monsieur le Président, il est tout à fait déplaisant d'être attaqué comme nous le sommes dans une affaire comme celle-là. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'en cour d'assises, je vois qu'on met en doute le système de reconnaissance de la PJ. Je vous le redis avec fermeté, tout a été fait dans les règles. Et moi, je suis formel sur le non-rasage, comme sur la présence de l'agent Quinet dans le couloir. Je ne dis pas que le commissaire Leclerc, dont on ne doute pas du professionnalisme, a sciemment monté une machination contre moi. Je dis juste qu'il était persuadé de ma culpabilité. Et comme il sait que ça arrive souvent qu'il y a des coupables qui échappent à la justice, vous avez plus ou moins voulu assurer votre coup en mettant en scène ma présentation. Et moi, je vous le redis avec fermeté, il est tout à fait impossible que ces 2 hommes soient croisés dans le couloir. Mais de toute façon, M. Goldman a un profond mépris pour le travail des policiers. À longueur de page, il parle de leur inintelligence, de leur incompétence, de leur vulgarité. Mais en plus, c'est faux. C'est archi faux. Goldman ment comme il respire. Moi, ce jour-là, j'ai été directement dans le bureau du commissaire Leclerc. Bah, dites le commissaire que j'étais dans votre bureau. Vous voulez dire le bureau voisin de celui dans lequel ont lieu les reconnaissances? C'est ça? Commissaire, vous confirmez que votre bureau est contigu à celui dans lequel ont lieu les présentations ce jour-là? Oui. Et que dans ce bureau, on peut voir au travers d'une glace Santin dans l'autre pièce? Oui. Mais donc, M. Quinet, d'après ses propres dires, a passé de longues minutes dans ce bureau en attendant que ses collègues soient en train de s'installer, qui eux-mêmes attendaient l'arrivée de Goldman enchaînée d'une minute à l'autre. Donc, il est évident que M. Quinet a pu voir au travers de la glace Santin certaines choses dans cette pièce. Vous reconnaissez ça au moins? Oui, effectivement, c'est une possibilité. Et M. Quinet, vous confirmez que vous êtes allé directement dans le bureau du commissaire ce jour-là? Non, pas directement. Alors, où étiez-vous? Où étiez-vous, monsieur Quinet? Dans le couloir, comme l'affirme monsieur Goldman? Non, j'étais pas dans le couloir. Monsieur le commissaire, on n'y comprend plus rien. Y a-t-il plusieurs couloirs dans votre PJ? Non, il n'y en a qu'un. Alors, monsieur Goldman a raison. Il a très bien pu croiser monsieur Quinet. Asseyez-vous! Monsieur Quinet, pour la dernière fois, où étiez-vous juste avant les reconnaissances? Je vous le dis depuis tout à l'heure, il était avec moi dans le couloir! Monsieur Quinet s'obstine à nier l'évidence. Non, Monsieur le Président, c'est une parodie de justice, pardon, mais les jurés interrompent les débats en permanence, la défense plaide
à tout bout de champ. Non, je rappelle que le code de procédure pénale prévoit un ordre de passage pour les avocats et que les jurés ne doivent pas poser des questions sans en avertir au préalable le président. Non, je rappelle l'article 310 qui se rapporte au pouvoir discrétionnaire du président et qui autorise tous les jurés à poser autant de questions qu'ils veulent aux accusés ou aux témoins sous réserve de ne pas manifester leur opinion, c'est tout. Oui, bon, messieurs et mesdames les jurés, s'il vous plaît, demandez la parole avant de vous exprimer. Et vous, messieurs les avocats de la défense, attendez que la partie civile en ait fini avant d'intervenir. Merci, monsieur le président. Maître Kejman, je pense que nous en avons fini avec cette histoire de reconnaissance. Ah non, nous n'avons pas fini du tout. Excusez-moi, monsieur l'huissier. Approchez, messieurs. Venez. Ces 5 hommes sont les 5 policiers qui étaient alignés avec Pierre Goldman le jour des reconnaissances. Et ceci est un agrandissement grandeur nature de la photo anthropométrique de Pierre Goldman, prise le 11 avril 1970 à l'issue de sa garde à vue, c'est-à-dire le lendemain des reconnaissances. Si la police n'a pas produit de photos ce jour-là, c'est peut-être parce qu'elle avait quelque chose à cacher. Monsieur Osvaldo Barreto, vous avez été dans vos jeunes années un opposant à la dictature vénézuélienne de Jiménez, ce qui vous a valu quelques années de prison dans votre pays et plusieurs mois de clandestinité, avant de fuir à la fin des années 50 pour Paris, où vous poursuivez vos études et obtenez un doctorat de sociologie. Mais bien que vous soyez ce qu'on peut appeler un intellectuel, vous continuez pourtant à consacrer votre vie à la lutte armée. Vous rejoignez Ben Bella en Algérie en 1964, puis vous vous rendez en Tchécoslovaquie où vous participez aux manifestations étudiantes du printemps de Prague. Et de là, vous regagnez Cuba où vous retrouvez votre ami Régis Debray, rencontré pendant vos années d'études. Et c'est également à Cuba, quelques années plus tard, que vous rencontrez Pierre Goldman. Comment l'avez-vous convaincu d'intégrer la guérilla? Mais je ne l'ai pas convaincu du tout, c'est lui qui insistait. Bien au contraire, moi j'ai pensé qu'un Français n'avait pas sa place parmi nous. Ah oui, pourquoi? À cause de ce qui était arrivé à Régis, en Bolivie, la prison, la torture. J'ai essayé de le dissuader de venir, mais il n'a rien eu à faire. Comment avez-vous fait pour tenter de le dissuader? Je lui ai demandé s'il était prêt à mourir sous les coups de la torture ou d'une balle ennemie pour une cause qui n'était pas la sienne. Il m'a répondu que non seulement il était prêt, mais qu'il ne souhaitait que ça. En septembre 1969, vous partez précipitamment du Venezuela avec Goldman pour revenir vivre à Paris. Pourquoi un tel empressement à quitter votre pays? Parce que tout est terminé. Les chars ont arrêté la révolte à Prague. Le Che est mort, Cuba s'est rangé. La révolution, c'est fini. Quand vous arrivez à Paris, est-ce que vous disposez également d'une importante somme d'argent qui aurait pu provenir d'un braquage au Venezuela? Je n'ai rien. De quoi vivez-vous alors? Je me débrouille. Mais le fait est que les premiers mois, c'est Pierre Goldman qui vous héberge dans son studio de la butte aux Cailles. Oui, c'est exact, mais quel rapport avec l'affaire, monsieur le président? Le rapport est que l'on s'interroge ici sur la nature exacte des liens qui vous unissaient à Pierre Goldman au moment des faits. Nous étions amis, c'est tout. Seulement amis? Vous n'aviez aucune activité en commun? Non, rien. Pourtant, Joël Lautric, le principal alibi de Pierre Goldman, a confié aux policiers que le 24 décembre 1969, soit 5 jours après les faits, vous vous seriez inquiété auprès de lui de savoir si Goldman avait fait le coup des pharmaciennes. Vous confirmez? Oui. Pourquoi cette inquiétude, alors qu'à ce moment-là, personne ne le soupçonnait? J'avais appris par la presse les événements de la pharmacie. Et je savais qu'à cette époque, Pierre, il avait pas mal de problèmes d'argent, qu'il arrivait de temps en temps de commettre quelques petits vols. Alors, ça m'est traversé l'esprit, c'est tout.
Eh bien, moi, j'ai une toute autre hypothèse. Vous êtes un opposant sud-américain, rompu à l'illégalité et à la clandestinité, et ne tenant nullement à ce que la police fourre le nez dans ses affaires. Si Goldman avait les meurtres du boulevard Richard Lenoir sur le dos, il était urgent pour vous de quitter son appartement et de couper tous les ponts avec lui. Monsieur le Président, je n'ai jamais lâché un ami, quoi qu'il a fait. Mais de fait, vous ne vous êtes jamais revus jusqu'à aujourd'hui. Alors j'insiste, pourquoi avoir posé la question à Joël Lautric si vous ne le pensiez pas capable d'un tel acte? Encore une fois, Monsieur Barreto, pourquoi vous enquérir de savoir si Goldman était l'auteur des meurtres de la pharmacie auprès de Monsieur Lautric, je le répète, dès le 24 décembre 1969, alors qu'à ce moment-là, ni X2 n'avait parlé, ni les policiers ne le soupçonnaient? C'était simplement pour me rassurer, Monsieur le Président. Et Monsieur Lautric vous a rassuré? Oui. Monsieur, veuillez confirmer à la greffière vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse. Lautric Joël, né le 18 août 1944 à Pointe-à-Pitre, résident aux Trois-Rivières en Guadeloupe, instituteur remplaçant. Monsieur Lautric, avant de déposer, la Cour doit recueillir votre serment. Jurez-vous de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité? Oui, Monsieur le Président, je le jure. Goldman a toujours affirmé que le 19 décembre 1969, il s'était rendu directement chez vous, au 47 rue de Turenne, après avoir abandonné son projet d'attaque d'une crèmerie, et qu'il en était reparti à peu près après 20 h, soit exactement à l'heure du crime. Toujours selon lui, votre sœur Annick, qui était chez vous ce jour-là en compagnie de son petit ami Alain Caprice, lui aurait ouvert la porte. Vos trois témoignages sont de la plus grande importance, et pourtant, depuis vos premières dépositions, vous et les deux autres témoins n'avez cessé de vous contredire sur l'heure et même le jour de la présence de Goldman chez vous. Oui, je comprends bien, Monsieur le Président, mais aujourd'hui, je suis formel. Laissez-moi finir, nous vous interrogerons plus tard. Lors de votre première audition chez les policiers, le 9 avril 1970, vous déclariez que Pierre Goldman était bien passé chez vous un soir de décembre, mais à ce moment-là, vous ne pouviez donner ni le jour ni l'heure. Ce n'est que quelques jours plus tard que vous serez en mesure de préciser la date, mais sans toutefois pouvoir préciser l'heure. Puis, lors du premier procès, cette fois, vous préciserez l'heure, sans pouvoir préciser la date. Et encore, tout ceci n'est qu'un résumé. Chut! Monsieur Lautric, pouvez-vous nous dire si Pierre Goldman était chez vous le 19 décembre 1969? Oui, Pierre Goldman était bien chez moi ce soir-là. Pouvez-vous nous préciser l'heure? Il est arrivé à 19h30 et il est reparti à 20h30. Monsieur Lautric, je vous rappelle que vous parlez sous serment et que votre témoignage est capital. Êtes-vous bien sûr du jour et de l'heure? Oui, je suis absolument sûr. Alors là, Monsieur Lautric, vraiment, je vous félicite. Vous êtes l'homme à qui la mémoire revient de plus en plus précise au fur et à mesure que le temps passe. Vous défiez les lois de la nature. On pourrait vous donner sans hésitation comme cobaye à la science. Mesdames et messieurs les jurés, à l'époque du premier procès, Monsieur Lautric a confirmé que Pierre Goldman était venu chez lui le 19 décembre, soit le jour du double meurtre. En revanche, en ce qui concerne les heures, il semblait beaucoup moins précis. Il a d'abord dit qu'il était venu chez lui vers 19 h, puis qu'il en était reparti sans doute juste avant ou juste après 20 h, soit 5 minutes avant le double meurtre des pharmaciennes. Par ailleurs, Pierre Goldman a toujours reconnu que ce jour-là, il souffrait d'une terrible rage de dents, qu'il était allé la veille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour se faire administrer un calmant, que le lendemain, l'effet de ce calmant ayant cessé, la douleur était revenue plus vive encore dans l'après-midi, au point, nous dit-il, d'en devenir fou, qu'il était allé chez son ami Lautric pour lui demander une aspirine, mais que celui-ci n'en avait pas. Or, au vu de la proximité de l'appartement de M. Lautric et de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, et si Pierre Goldman est bien parti de l'appartement 5 minutes avant le braquage, c'est exactement le temps qu'il lui a fallu pour arriver jusqu'à la pharmacie. Et vu l'urgence pour lui de trouver des aspirines, tout nous mène naturellement sur le lieu du crime. Chut. Que répondez-vous, Monsieur Lautric? Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis certain que Pierre Goldman
était chez moi ce jour-là jusqu'à 20h30. Je vous en donne ma parole d'officier. D'officier? Tiens donc. Oui, je suis officier de réserve de l'armée française. Admettons. C'est bon, je peux y aller? Vous avez des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur, d'après vos premières déclarations à la police, vous auriez dit à Osvaldo Barreto, quelques jours après les faits, que Pierre Goldman était chez vous au moment où les pharmaciennes étaient assassinées. À ce moment-là, nous sommes bien d'accord, il ne s'agissait pas de le couvrir auprès de la police, qu'il ne soupçonnait pas encore, mais seulement vis-à-vis de cet ami. Oui. Et vous l'avez fait sans hésiter, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est Goldman qui vous avait demandé de le faire? Non, il m'a rien demandé. Vous l'avez donc fait spontanément? Oui. Alors ma question est très simple, monsieur. Puisque vous aviez couvert Goldman spontanément et sans hésitation auprès de ce camarade, pourquoi ne pas l'avoir fait avec la même fermeté auprès de la police, puisque d'un mot, vous pouviez l'innocenter? Au lieu de ça, lors de votre première déposition, vous avez lâché Goldman, en affirmant qu'il n'était pas chez vous ce jour-là, et même accablé, en le décrivant aux policiers comme dangereux et violent. Répondez, monsieur Lautrec, s'il vous plaît. Juste après l'arrestation de Pierre, la police a débarqué chez moi. Ils ont retourné mon appartement et m'ont embarqué de force sans rien m'expliquer. En chemin, ils m'ont crié dessus et fait comprendre que Pierre était suspecté du meurtre des pharmaciennes. Ils m'ont aussi parlé d'un complice mulâtre. Alors j'ai paniqué, j'ai eu peur d'aller en prison et j'ai dit n'importe quoi. J'ai d'abord pensé à moi, je voulais me tirer d'affaire. J'ai honte. Terriblement honte. Pierre, mon ami, je te demande pardon. Merci, monsieur Lautrec. Nous en avons fini avec les débats, nous allons passer aux plaidoiries. Suspension de séance. Pour sortir du ghetto, pour échapper à l'obscurantisme, il n'y avait que le sionisme ou le communisme. C'est un aspect fondamental du judaïsme. Bien entendu, pas l'aspect religieux, mais le lien avec l'universalisme, l'historicité. Celle de l'histoire emblématique des juifs révolutionnaires. Du Bund, des FTP-MOI, des mencheviks. Une blague courait même dans leur petit milieu. Pourquoi est-ce qu'on parle pas yiddish au bureau politique de la JCR? Et la réponse était toujours la même, pour que Rachid puisse participer au débat. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Francis, vous n'allez pas plaider. 3 plaidoiries, ce sera évidemment trop. Non? Émile, vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, je pense que c'est mieux si je plaide en dernier. Comment ça, non? Pourquoi? Ben, rapport à votre rapport. C'est quoi notre rapport? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, comment dire, je pense que c'est mieux si ce n'est pas l'avocat israélite qui parle en dernier. Non, écoutez, j'ai fondé toute ma plaidoirie sur le doute. Il faut qu'on termine par ça. Et de toute façon, vous inquiétez pas, ma judéité ne transparaîtra nulle part. Oh non, non. Très bien, j'insiste pas. Moi, si je peux me permettre, je trouve dommage que votre judéité ne transparaisse pas dans votre plaidoirie. Pourquoi? Enfin, vous et Pierre êtes 2 juifs polonais nés en France, issus de milieux modestes, élevés par des parents qui ont vécu la guerre. Enfin, vous êtes fondamentalement liés par ça, c'est votre histoire commune, pourquoi le cacher? Parce que ça n'a rien à voir avec l'affaire. Oui, mais c'est un rapport avec vous. C'est cette émotion que vous devez faire passer, c'est ça que la cour et les jurés doivent ressentir. Non, écoutez, vous savez très bien que je ne suis pas à l'aise sur ce terrain, je m'en tiendrai aux faits. Oui, mais moi, je pense que vous avez tort. On nous dit procès du siècle, encore faudrait-il que le siècle soit terminé. On a été jusqu'à critiquer l'institution du jury, mettant en accusation les petits notables que vous seriez, vous les jurés. L'accusé aurait dû, selon certains, être jugé par ses pairs. Singulière conception de la justice. Et qui donnerait des résultats bien plus épouvantables encore que ceux de notre bonne vieille institution qui a au moins le mérite de n'être pas équivoque. Je veux parler ici au nom de la France. La vraie. Celle des travailleurs, celle des honnêtes gens. Celle au nom de qui on doit rendre la justice. Et que dit-on de nous dehors? Eh bien que tout cela est truqué, que ça vient d'en haut, de Paris, qu'on a reçu des ordres, que le pouvoir cherche à se mettre bien avec son intelligentsia, quitte à saboter sa police et sa justice.
Pierre Goldman, vos forfaits à visage découvert trahissent un insupportable sentiment d'impunité. Vous vous rêviez en guerriero urbain apte et prompt à se perdre dans la foule, mais hélas pour vous, la Révolution est devenue à son tour un vulgaire bien de consommation. Vous vous êtes vendu ici comme un insurgé, un insoumis, prêt à tous les combats, mais vous avez parfaitement intégré un système capitaliste que vous vouliez jadis anéantir. Et vous êtes devenu un notable parmi les notables, un notable qui a écrit un livre qui se vend très bien d'ailleurs. En quelques mois, vous êtes devenu la coqueluche d'un petit milieu intellectuel et littéraire parisien qui s'excite pathétiquement sur vos méfaits. On a écrit que vous avez été condamné parce que juif et gauchiste. Les mêmes oseront-ils écrire que vous avez été acquitté parce que juif et gauchiste? Faux procès. Procès de la justice. Nous sommes ici pour juger un homme, pas une institution. Mesdames et messieurs les jurés, ne vous laissez pas abuser. Pierre Goldman a été condamné en première instance à la réclusion perpétuelle à vie pour une et une seule raison. C'est qu'il est coupable. Le rôle du ministère public n'est pas de soutenir l'accusation à tout prix. Je vais donc m'en tenir aux faits et examiner avec rigueur les circonstances qui concourent à établir la culpabilité de l'accusé. Plusieurs témoins ont vu l'auteur du double meurtre, l'agent Quinet qui s'est battu contre lui sur le terre-plein du boulevard et qui a reçu une balle dans le ventre, tirée à bout portant, et Monsieur Trocard, décédé depuis d'un accident qui reçoit une balle dans la joue à moins d'1 mètre pour avoir offert une pièce de 5 francs à l'agresseur. Ces deux-là sont formels. Pourquoi se serait-il trompé alors que M. Goldman lui-même admet que ceux qui l'ont reconnu pour les autres agressions avaient raison? L'accusé a en effet posé cette question troublante au commissaire Leclerc. Est-il possible, dans un moment de folie, de commettre un acte aussi épouvantable et de ne plus s'en souvenir? À mes yeux, cela ne signifie pas que l'accusé ne se souvient plus de l'acte qui lui est reproché, mais que celui-ci ne correspond pas à sa personnalité réelle et qu'il ne veut pas en assumer la responsabilité. Pierre Goldman n'est pas un tueur. Nous pourrions tous tomber d'accord là-dessus. Et pourtant, il a tué. Pierre Goldman, les faits qui vous sont reprochés n'ont rien à voir avec votre activité politique et vos séjours en Amérique latine, mais sont une solution de mauvaise qualité pour un insoumis dans l'incapacité de trouver du travail et de l'argent. Je pense qu'au départ, c'est comme cela que vous avez envisagé les choses. Probablement avec le sentiment pénible de ressentir une sorte de suicide personnel, voyant l'homme que vous auriez voulu être se diluer de jour en jour dans des actes de droit commun. J'ai dit qu'il ne fallait pas tenir compte de votre action politique antérieure, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Votre agression a raté. Comme dans l'affaire de la droguerie, vous pensiez être seul dans cette pharmacie qui allait fermer. Vous n'attendiez pas Monsieur Trocard, ce pauvre Monsieur Trocard et son geste malheureux, sa pièce de 5 francs qu'il vous lance, les 2 mains en avant. Et c'est à cet instant précis que votre passé de guerriero joue un rôle. Vous êtes un homme habitué à des situations difficiles et vous êtes aux aguets. Le geste de Monsieur Trocard vous surprend et vous avez un réflexe de combattant. Vous lui tirez dessus. Vous pensez l'avoir tué et à partir de là, tout bascule. Vous n'avez plus le choix. Il vous faut supprimer les témoins. Et quand Quinet intervient, vous le visez avec votre arme, mais elle a déjà tiré 8 balles, elle est vide. Vous vous échappez, il vous rattrape, vous plaque au sol, vous sortez votre second pistolet et vous tirez à nouveau sur lui. Monsieur Goldman, certes, vous avez abattu Monsieur Trocard d'un geste involontaire, mais après, vous avez tué sciemment les témoins pour effacer les traces de votre premier coup de feu. C'est plus que grave. Je ne sais pas si un gangster aurait eu un tel sang-froid. Cela procède chez vous de votre froide intelligence, de votre intelligence glaciale et sanguinaire en même temps. C'est une intelligence à laquelle, en d'autres circonstances, je me serais plu à rendre hommage sans arrière-pensée. Je dois dire qu'à certains moments de ce long procès, elle m'a même plusieurs fois impressionné, voire même touché. Mais il ne faut pas se laisser égarer, tomber dans la sentimentalité. Cette intelligence vous donne des obligations. Vous n'êtes pas un tueur, mais vous avez tué, et cela suffit à faire de vous un assassin. Vous êtes impardonnable. Il me faut, étant donné l'horreur du crime, réclamer une sanction qui satisfasse aux exigences élémentaires de la justice. Aussi, c'est une peine qui ne soit pas inférieure à la réclusion à vie que je requiers contre vous.
Monsieur l'avocat général a la religion des témoins. Grand bien lui fasse. Mais ce que je dois vous dire, moi, c'est qu'un témoin est la chose la plus fragile du monde. Un enfant, un nouveau-né. Il y a des témoins qui voient bien, d'autres qui voient mal, certains qui entendent bien, d'autres qui sont sourds, il y en a qui sont distraits ou encore je m'en foutiste. Or, ils sont toujours personnes de bonne foi, alors que l'accusé est toujours taxé de mensonge. Il témoigne sous la foi du serment, dit-on. La belle affaire. Il faudrait donc un permis pour conduire une automobile, mais tout le monde, sans contrôle, peut témoigner en justice. Trouvez-vous cela normal? Pierre Goldman, vous avez dit que votre père vous avait acquitté, que vos amis vous avaient acquitté. Mais il y a un homme auquel vous n'avez pas posé la question. Et c'est moi. Moi qui parle en ce moment. Pour moi aussi, vous êtes innocent des meurtres dont on vous accuse. Jamais, en 40 ans de carrière, je n'ai comme ce soir été persuadé de l'innocence de mon client. Si je me trompe aujourd'hui, c'est que je me suis trompé sur tout, toute ma vie durant. Mon métier, mes amis, les êtres que j'aime. Ruth et Alter Goldman, ce soir, je pense à vous. Mon cœur se serre en pensant à la douleur que vous pouvez ressentir devant ce triste spectacle. Vous, Ruth, qui l'avez élevé comme son fils, qui l'avez attendu tous les soirs dans la petite maison de Montrouge, le couvert mis pour lui à votre table, avec ses demi-frères et sœurs qui ont toujours aimé et admiré ce grand frère épique, fantasque, brillant, famille exemplaire, modèle d'intégration comme la mienne, famille qui depuis toutes ces années vit dans l'angoisse et le chagrin de savoir leurs fils et frères en prison pour toujours. Lieutenant Alter Goldman, ce soir, la France, ce pays que tu as choisi, va te rendre ton enfant. Nous avons une dette envers toi. J'ai une dette envers toi, lieutenant Alter Goldman. Une dette. Moi qui n'ai pas eu les armes à la main, pendant que toi, tu te battais pour nous. Oui, je suis venu plaider pour tous les juifs, pour tous les demi-juifs, pour tous les quarts de juifs, pour tous les gitans, pour tous les métèques. Lieutenant Alter Goldman, ton fils, je te le promets, sortira libre de ce tribunal ce soir. Aucune reconstitution des faits n'a eu lieu depuis le 19 décembre 1969, soit le jour du crime. Aucune preuve matérielle n'a été obtenue pendant les 4 ans de l'information judiciaire et aucune preuve nouvelle n'est venue établir scientifiquement la culpabilité de Pierre Goldman dans la tuerie du boulevard Richard Lenoir dans ce nouveau procès. L'enquête de police est donc réduite à 48 heures le temps d'une garde à vue. On s'est fié aux informations mensongères d'un indicateur, aux seuls interrogatoires de police et aux reconnaissances mal exécutées des témoins. Je ne dis pas, comme mon client, qu'il y a eu machination policière, mais j'affirme qu'un mauvais fonctionnement de la machine policière puis judiciaire n'a servi qu'à broyer du mensonge et fabriquer du doute. On ne peut pas suspecter, pourtant, la bonne foi des témoins. Mais tout le monde a vu qu'ils se sont contredits, sans cesse. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est chose simple. Le mécanisme même du témoignage est une chose effrayante. On est sollicité. On croit avoir vu, bientôt on veut avoir vu. Et finalement, on n'a rien vu. L'accusation de son côté a beau jeu de souligner les contradictions de Joël Lautric, l'homme à qui la mémoire revient de plus en plus précise à mesure que le temps passe. Bien. Mais, je vous le demande, si cet alibi était fabriqué de toutes pièces, est-ce que mon client l'aurait choisi dans le quartier Saint-Paul? Pourquoi aller parler de ce quartier qui est si proche du boulevard Richard Lenoir alors que personne encore ne lui demandait rien? On ne condamne pas un homme à la prison pour la vie sur la foi de preuves aussi incertaines. Pour moi, faute de preuves matérielles suffisantes, l'accusation s'est rabattue sur des hypothèses. Alors vous nous dites que vous n'accordez pas de crédit scientifique à l'alibi de Pierre Goldman. Bien, mais comment pouvez-vous oser
accorder une valeur scientifique à des preuves aussi approximatives, alors que la charge de la preuve revient à l'accusation, à vous? Est-ce que cela veut dire que dans les faits, la présomption d'innocence n'existe plus? Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait désormais condamner au bénéfice du doute? Un État de droit se doit de respecter ses propres principes, parmi lesquels il en est un fondateur essentiel, la présomption d'innocence. Mais j'ai voulu, moi aussi, comme chacun ici, comprendre pourquoi ce procès nous fascine tant, pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux. Est-ce en raison de la personnalité exceptionnelle de l'accusé? En effet, il est assez tentant de voir en lui un héros à la Dostoïevski, disons. Crime et châtiment, l'idiot, les possédés. Chacun pourrait y aller de son titre. Mais malheureusement, Pierre Goldman est le fruit d'une tragédie vraie, d'abord et avant tout. La tragédie du peuple juif d'Europe de l'Est. Mesdames, messieurs du jury, je ne vous dis pas que Pierre Goldman est un être exceptionnel, mais que c'est un être exceptionnellement torturé. Il appartient à cette communauté étroite, dont je fais également partie, les Juifs polonais, et qui sont intégrés à la société française, mais qui ont gardé de cette origine le frémissement anxieux et les blessures profondes. Je vous demande si c'est possible, s'il vous plaît, d'oublier l'effet que sa personnalité a pu avoir sur vous, de ne pas le juger sur son apparence. Et je vous le dis du fond du cœur, on ne guérit jamais de son enfance. Je vous adjure ce soir de mettre un terme à son cauchemar. Merci, Maître Kiejman. Nous en avons fini avec les plaidoiries. Avant que la Cour ne se retire pour délibérer, Pierre Goldman, voulez-vous ajouter quelque chose? J'espère ne pas être apparu devant vous comme démoniaque ou machiavélique, habile à tromper ou à dissimuler, ou à avoir utilisé de manière intolérable le spectre d'une erreur judiciaire inspirée par le racisme. Pour le dire plus simplement, je ne voudrais pas qu'on dise de moi un jour que j'ai agi comme un juif, déclarant implicitement que ceux qui ne sont pas juifs n'ont pas le droit de penser qu'un juif est un tueur, et s'ils le pensent, c'est qu'ils sont antisémites. Levez-vous. À la question Goldman-Pierre est-il coupable d'avoir à Paris le 8 décembre 1969 frauduleusement soustrait une somme de 2500 francs au préjudice du sieur Farmaci Serge et de son épouse née Chaminon Jacqueline, la Cour a répondu oui à la majorité des 8 voix. À la question la dite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise le coupable étant porteur d'une arme apparente ou cachée, la Cour a répondu oui à la majorité des 8 voix. À la question Goldman-Pierre est-il coupable d'avoir à Paris, le 20 décembre 1969, frauduleusement soustrait une somme de 22 675 francs au préjudice de la société Vogue, la Cour a répondu oui à la majorité des 8 voix. À la question Goldman-Pierre est-il coupable d'avoir à Paris, le 16 janvier 1970, frauduleusement soustrait une somme de 7 897 francs 35 au préjudice de la Caisse centrale d'allocation familiale de la région parisienne, la Cour a répondu oui à la majorité des 8 voix. À la question Goldman-Pierre est-il coupable d'avoir à Paris, le 19 décembre 1969,
volontairement donné la mort à Delaunay Simone, pharmacienne au 6 boulevard Richard Lenoir? La Cour a répondu non à la majorité des 8 voix. À la question Goldman, Pierre est-il coupable d'avoir à Paris, le 19 décembre 1969, volontairement donné la mort à Durco Janine, épouse Aubert, préparatrice en pharmacie, au 6 boulevard Richard Lenoir? La Cour a répondu non à la majorité des 8 voix. À la question Goldman, Pierre est-il coupable d'avoir à Paris au cours des années 1969 et 1970 sur le territoire français détenu sans autorisation et à quelque titre que ce soit un pistolet automatique Herstal T199 092 calibre 9 mm, un pistolet automatique Walter P38 561 calibre 9 mm, 2 cartouches du même calibre, armes et munitions de la première catégorie? La Cour a répondu oui à l'unanimité. À la question Goldman, Pierre est-il coupable d'avoir à Paris au cours des années 1969 et 1970 et depuis moins de 5 ans sur le territoire français, sciemment fait usage de documents délivrés par les autorités administratives et publiques en vue de constater une identité, en l'espèce un passeport et une carte d'identité vénézuélien au nom de Julien Fodorès, contrefaits, falsifiés ou altérés, connaissant leur fausseté? La Cour a répondu oui à l'unanimité. En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis après en avoir délibéré ensemble, conformément à la loi, décident à la majorité absolue de condamner Goldman Pierre à la réclusion criminelle pour une durée de 12 ans.